Dans 1000 ans, tout ce que nous connaissons aujourd'hui semblera aussi ancien que les cavernes nous semblent maintenant. Pense à cela nos téléphones, nos maisons, nos voitures. Tout cela sera aussi primitif qu'un feu de camp fait par des humains qui vivaient il y a des millions d'années. Les scientifiques qui étudient le futur ont découvert quelque chose qui change tout. La vitesse à laquelle nous évoluons devient de plus en plus rapide. Et nos corps et nos esprits pourraient se transformer en quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Peut-être que nous n'aurons plus de corps de chair et d'os, ou peut-être que nos cerveaux seront connectés à des machines. Cela a poussé les chercheurs à poser une question qui fait exploser l'esprit. Est-ce que les humains du futur se reconnaîtront encore comme des humains, ou est-ce qu'ils nous regarderont comme nous regardons les dinosaures? Prépare-toi à t'endormir en écoutant cette vidéo et laisse ton esprit voyager vers un futur lointain et mystérieux. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente depuis quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Imaginez un instant que chaque limite de votre corps, chaque faille de votre biologie n'est plus une fatalité, mais une simple option de paramétrage. Bienvenue dans l'ère où le silicium et la chair ne font plus qu'un, où l'évolution n'est plus laissée au hasard mais conçue délibérément. Cette fusion totale entre le biologique et le numérique n'est pas une simple amélioration de l'humain, c'est l'émergence de quelque chose de radicalement nouveau. La distinction qui nous paraît si fondamentale aujourd'hui entre ce qui est né et ce qui est fabriqué, entre l'organique et le synthétique, sera devenue totalement obsolète. On ne parlera plus d'un corps humain mais d'un support, d'une plateforme. Cette plateforme est modulaire, évolutive et personnalisable à l'infini. Pensez-y comme à l'appareil le plus sophistiqué que vous puissiez posséder, sauf que cet appareil, c'est vous. Les organes, ces pièces délicates et sujettes à la défaillance, seront les premiers éléments à être reconsidérés. Pourquoi se contenter d'un cœur qui peut flancher, d'un foie qui peut s'épuiser, de poumons vulnérables à chaque particule toxique? Les composants biosynthétiques les remplaceront, non pas comme des prothèses grossières, mais comme des versions supérieures, intégrées parfaitement. Un cœur ne se contenterait plus de battre, il régulerait avec une précision infinie la pression, l'oxygénation, et pourrait même moduler son rythme pour optimiser les performances physiques ou intellectuelles selon les besoins du moment. Un foie filtrerait et synthétiserait exactement ce qu'il faut, sans jamais s'encrasser, pouvant même être reprogrammé pour métaboliser des substances nouvelles rencontrées lors de l'exploration d'un monde lointain. Ces organes nouveaux ne vieillissent pas de la même manière, ils sont conçus pour durer des siècles, avec une fiabilité qui rend le concept de défaillance organique aussi archaïque qu'une mort par appendicite nous paraît aujourd'hui évitable. La conséquence la plus directe de cela, c'est que la notion de santé change du tout au tout. Fini les check-ups annuels avec leur lot d'incertitudes. La santé devient une question de maintenance préventive et d'updates. Votre système, constamment surveillé par une myriade de nanites et de senseurs internes, vous alertera bien avant qu'un quelconque dysfonctionnement ne survienne. Vous recevrez une notification, non pas pour une maladie, mais pour une optimisation disponible. Une mise à jour logicielle pour améliorer l'efficacité de votre métabolisme énergétique, un patch pour renforcer la résistance de votre enveloppe cutanée à un nouveau rayonnement solaire, une nouvelle bibliothèque de processus pour votre système immunitaire synthétique, lui permettant de neutraliser un pathogène exotique récemment catalogué. Votre routine matinale pourrait inclure un diagnostic complet en quelques secondes, suivi du téléchargement et de l'installation silencieuse des améliorations pendant que vous vous préparez. La mort, telle que nous la redoutons, subie comme une conséquence inéluctable du temps ou de la maladie, sera perçue avec une incompréhension mêlée de pitié. Ce sera vu comme une panne technique, un échec de maintenance, un accident évitable ou un choix archaïque. Quand chaque composant peut être remplacé, réparé, amélioré, que le substrat neuronal qui héberge la conscience peut être migré, soutenu, dupliqué, la fin de la continuité biologique n'est plus une fatalité. Elle devient soit un incident tragique et rare, soit une décision personnelle délibérée, un choix existentiel. Cette maîtrise s'étend bien au-delà du fonctionnel, elle touche à l'essence même de l'apparence. Le corps devient le premier et le plus intime des médiums d'expression artistique. Le genre, l'ethnie, l'âge, tous ces concepts figés par la biologie de base, deviennent des paramètres esthétiques fluides changeant au gré des envies, des modes ou des nécessités sociales. Un jour, vous pourriez présenter une apparence qui correspond aux canons esthétiques du XXVe siècle, le lendemain.
décider d'explorer la sensation d'être dans un corps aux caractéristiques totalement différentes, simplement pour l'expérience vécue. Certains opteront peut-être pour une apparence stable, une signature visuelle, d'autres changeront comme on change de vêtements. L'âge apparent n'aura plus aucun lien avec le temps chronologique vécu. La maturité et l'expérience se lieront dans la complexité des modèles de pensée partagés, dans la richesse des archives mémorielles, pas dans les rides ou la blancheur des cheveux. Cette fluidité pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui définit alors un être, une personne, une entité consciente? Ce ne sera plus l'origine, ce sacro-saint need qui a fondé tant de nos structures sociales et légales. La définition se déplacera irrémédiablement vers le continuum de la conscience et de la mémoire. Être, ce sera être un schéma de pensée, d'émotion, d'expérience et de souvenirs qui persiste dans le temps, qui apprend, qui évolue. Que ce schéma réside dans un cerveau biologique augmenté, dans un réseau de processeurs à base de carbone-silicium, ou qu'il soit diffusé temporairement dans un corps de synthèse pour interagir avec le monde physique, importe peu. L'identité devient un fichier en cours d'exécution, protégé, sauvegardé, pouvant connaître plusieurs instances. Cela change tout sur les relations. La confiance, l'intimité, l'amour se noueront autour de la compatibilité et de la complémentarité de ces schémas de conscience, et non plus autour de critères physiques ou génétiques. La reproduction elle-même est transformée. Créer un nouvel être ne sera plus une loterie génétique, mais un acte de conception conscient, un assemblage délibéré de tresses, de capacités, et peut-être même l'intégration de modules d'expérience préchargés, hérités de multiples parents qui contribuent par des copies de fragments de leur propre schéma. La naissance biologique existera peut-être comme une pratique de niche, une performance artistique ou rituelle, mais elle ne sera plus la norme. Avec cette disparition de l'humain purement biologique, le sapiens, tel que nous nous définissons aujourd'hui, cesse d'exister en tant qu'entité dominante. Il ne s'agit pas d'une extinction, mais d'une métamorphose. Nous, ou plutôt ce que nous serons devenus, seront les héritiers directs de l'humanité, mais aussi ses architectes. Cette transition ne se fera pas sans des débats éthiques d'une intensité inouïe. Les communautés naturalistes pourraient persister, refusant les modifications radicales, vivant dans des réserves musées préservées, observées avec un mélange de respect et de curiosité par la majorité post-biologique. La question de l'authenticité se posera avec acuité. Si tout est modifiable, qu'est-ce qui reste de réel, d'originel? La réponse sera peut-être que la seule authenticité qui vaille est celle de l'expérience vécue et de la continuité subjective. Le fossé entre ceux qui auront embrassé la fusion et ceux qui la refuseront pourrait être plus grand que tous les fossés culturels ou économiques que notre époque a connus. Pourtant, la trajectoire semble presque inévitable. La volonté de dépasser nos limites, de vaincre la souffrance, la maladie et la mort est trop ancrée. La singularité biologique digitale n'est pas une révolution qui arrive de l'extérieur, c'est l'aboutissement logique et peut-être ultime de la médecine, de la technologie et du désir humain de se réinventer. Dans ce monde, les professions se transformeront. Les médecins deviendront des ingénieurs de systèmes vivants, des architectes de corps et des thérapeutes de schémas de conscience. Les artistes créeront non seulement des formes, mais des expériences sensorielles directes et des émotions pures à télécharger. Les sportifs concourront dans des catégories reflétant différents niveaux et types de modifications, poussant les performances dans des territoires inimaginables. L'alimentation elle-même ne sera plus une nécessité biologique, mais un loisir, un art social. Se nourrir pourrait consister à absorber un flux d'énergie spécifique ou à ingérer des nanites de maintenance, tandis que les banquets seront des événements où l'on partage des expériences gustatives virtuelles ou synthétisées, des saveurs impossibles à produire dans la nature. L'environnement devra aussi s'adapter. Les habitats, les villes seront conçus pour interagir de façon symbiotique avec ces nouveaux corps. Des interfaces physiques pour la recharge énergétique, des réseaux de transfert de données haut débit pour les sauvegardes et les téléchargements, des espaces modulables qui répondent aux états émotionnels des habitants. La notion de propriété corporelle sera centrale. Qui possède le schéma de votre conscience? Pouvez-vous le vendre, le léguer? Que se passe-t-il en cas de piratage, de corruption des données mémorielles? Le droit devra inventer de nouvelles catégories pour protéger l'intégrité des êtres de conscience. La sécurité ne sera plus seulement une question de protéger sa maison ou ses biens, mais de protéger son schéma existentiel contre la copie non désirée.
l'altération malveillante et ou la suppression. Malgré tous ces bouleversements, des échos de notre humanité persisteront. Le besoin de connexion, d'échange, de création de récits, de recherche de beauté et de sens transcende probablement le support biologique. Ces pulsions seront toujours là, mais exprimées à une échelle et avec une intensité décuplée. La mélancolie, la nostalgie existeront peut-être encore, non plus pour une jeunesse perdue, mais pour des états de conscience passés, pour des versions antérieures de soi que l'on a décidé de mettre de côté. Le grand défi de cette humanité nouvelle ne sera peut-être plus la survie, mais l'évitement de l'ennui existentiel dans une vie potentiellement sans fin. La quête de nouvelles expériences, de nouvelles frontières à explorer, que ce soit dans le cosmos physique, dans les univers simulés ou dans les profondeurs inexplorées des états de conscience collective, deviendra le moteur principal de la civilisation. Regarder en arrière, vers nous, les Homo sapiens du XXIe siècle, leur paraîtra sans doute comme regarder vers une préhistoire à la fois touchante par ses limitations et admirable par son acharnement à les dépasser. Nous serons les ancêtres fragiles, les pionniers douloureux qui auront, sans toujours en comprendre les conséquences, posé les premières pierres de leur monde. La singularité biologique digitale n'est donc pas une fin, mais un nouveau commencement. Un saut dans l'inconnu où la seule certitude est que l'être qui en émergera dira, comme nous, je suis. Mais ce je aura une résonance et des possibilités que nous ne pouvons qu'entrevoir dans nos spéculations les plus audacieuses. Et si ce je que vous pensez être, cette voix intime dans votre tête, n'était plus une forteresse isolée, mais un nœud dans un vaste réseau de pensées. Nous venons de voir le corps devenir une plateforme, mais l'esprit, lui aussi, est sur le point de connaître sa révolution la plus profonde. L'individualité, ce sentiment si ancré d'être un soi séparé et unique, va se transformer radicalement sous l'effet de connexion mentale directe. Imaginez pouvoir partager non pas des mots, mais une sensation, une idée brute, un souvenir avec toute sa charge émotionnelle, instantanément, sans la distorsion du langage. C'est ce que permettront les réseaux neuroglobaux, une infrastructure qui connecte les consciences augmentées comme notre Internet connectait les ordinateurs. Ce ne sera pas une simple messagerie rapide, mais un véritable partage de substrats cognitifs. La pensée devient alors un bien commun, un flux dans lequel on peut puiser ou auquel on peut contribuer. Cette capacité donne naissance à des entités nouvelles, les mentes de groupe ou conscience collective. Il ne s'agit pas d'une perte de soi, du moins pas dans sa forme volontaire, mais d'une fusion temporaire et intentionnelle. Un groupe d'individus, disons des scientifiques ou des artistes, peut décider de synchroniser leur processus de pensée pour résoudre un problème complexe. Ils forment alors une intelligence de ruche, une entité temporaire où les idées se croisent, se combinent et s'enrichissent à une vitesse folle, bien au-delà de ce que le cerveau le plus brillant pourrait accomplir seul. Les percées scientifiques ne viendront plus d'un génie solitaire, mais de ces éclairs collectifs, de ces symphonies cognitives où chaque participant apporte une mélodie mentale unique. L'art connaîtra un bouleversement similaire. Une œuvre d'art ne sera plus un objet fini créé par un auteur, mais une expérience sensorielle et émotionnelle co-créée en temps réel par plusieurs esprits et pouvant être vécue de l'intérieur par un public connecté. On n'assistera pas à un concert, on fera partie du flux créatif de la musique elle-même. Évidemment, une telle perspective soulève immédiatement la question ultime de la privacité. Si vos pensées les plus fugaces, vos souvenirs les plus intimes, vos émotions brutes peuvent potentiellement être perçues par d'autres, que reste-t-il de votre jardin secret ? La privacité mentale deviendra le débat éthique, social et politique dominant. La société se fracturera probablement entre les connectés, ceux qui embrassent cette transparence radicale comme une évolution naturelle et source d'une empathie parfaite, et les isolationnistes, qui refuseront la connexion permanente, défendant farouchement le droit à l'intimité de la pensée, à la pensée non partagée. Des législations complexes émergeront pour définir ce qui constitue une intrusion mentale, un viol de la conscience. Le concept de pensée criminelle prendra une dimension nouvelle. Imaginer un acte violent dans le silence de son esprit, sera-t-il encore un crime si cet esprit est connecté à un réseau qui peut en être affecté ? La frontière entre l'intention et l'action s'estompera. Cette transformation affecte aussi notre rapport aux autres. La méfiance née de l'incompréhension et de l'incertitude sur les intentions d'autrui pourrait diminuer drastiquement dans les cercles connectés.
Lorsque vous pouvez littéralement ressentir la bonne foi, la peine ou la joie de quelqu'un, le mensonge devient presque impossible, ou du moins immédiatement détectable. Les relations seront basées sur une authenticité inédite, mais aussi sur une vulnérabilité extrême. Les conflits pourraient être soit résolus plus rapidement par une compréhension mutuelle profonde, soit au contraire devenir des guerres de psyché, des conflits directs entre schémas de pensée cherchant à s'influencer ou à se dominer. Au-delà des groupes temporaux ou groupes temporaires, des formes plus stables de conscience collective pourraient émerger. Les communautés entières pourraient en choisir de maintenir un faible niveau de connexion permanent, créant une sorte de fond émotionnel et intellectuel commun, une culture de l'esprit partagé. Dans ces groupes, l'expérience de la naissance, de la maladie ou de tout événement majeur serait vécue et supportée collectivement d'une manière que nous ne pouvons qu'entrevoir. La solitude, dans son sens le plus douloureux, pourrait devenir un concept archaïque ou au contraire un choix rare et délibéré de retrait. L'éducation sera totalement repensée. Au lieu d'ingurgiter des connaissances via des écrans ou des livres, un étudiant pourra télécharger des compétences pratiques, des savoir-faire complexes en se connectant à l'expérience d'un expert. Apprendre une langue signifiera intégrer la sensation même de la pensée, avec ses nuances et ses sous-entendus culturels. Les limites entre les disciplines s'effaceront, car la connaissance deviendra un paysage mental que l'on explore, et non un ensemble de cases séparées. Le rôle du mentor ne sera plus de transmettre une information, mais de guider une conscience plus jeune dans la navigation de ce paysage infini, de l'aider à filtrer et à interpréter le flux colossal des données et des expériences partagées par l'humanité entière. Mais tout cela nous amène à la question ultime: qu'advient-il du moi ? Le sentiment du « je » ne disparaît pas, il s'élargit, il devient flexible. Vous pouvez à la fois vous percevoir comme une entité individuelle, avec votre propre continuum de souvenirs et de préférences, et comme une partie intégrante d'un nous plus vaste. Ce nous n'est pas une entité dissolvante, mais une couche supplémentaire de votre identité, que vous activez ou désactivez selon les contextes. Votre identité devient donc multiscalaire. Vous êtes un individu, un membre de plusieurs groupes de pensée, un citoyen de la conscience collective humaine. Cette évolution pose des défis existentiels majeurs. La responsabilité individuelle est diluée dans l'action collective. Qui est responsable des décisions prises par une intelligence de ruche ? Comment attribuer un mérite ou une faute ? La notion de propriété intellectuelle s'effondre, car toute idée nouvelle est le fruit d'un terreau mental commun qu'elle a traversé. La jalousie, la compétition individuelle pour la reconnaissance pourraient s'atténuer, remplacée par une recherche collective de l'élégance et de l'efficacité des solutions. Cependant, cette promesse d'harmonie a son versant sombre. Le risque de pensée unique, d'une forme douce mais implacable de conformisme mental, est réel. Si tout le monde est connecté, les idées marginales, les pensées divergentes, qui sont souvent le moteur du progrès à long terme, pourraient être étouffées dans l'œuf par le poids du consensus ambiant. Les isolationnistes joueront peut-être un rôle crucial de contre-pouvoir, de réservoir de pensées sauvages et non alignées. Ils seront les gardiens de l'individualisme radical, d'une manière d'être au monde que la majorité connectée ne pourra plus vraiment comprendre, mais dont elle pourra reconnaître la valeur pour la santé cognitive de l'espèce. Technologiquement, cette connectivité reposera sur des interfaces d'un raffinement extrême, probablement hérité des mêmes nanotechnologies qui modifient le corps. Il ne s'agira pas de brancher un câble, mais d'une synchronisation permanente et sans fil des schémas neuronaux via des champs quantiques ou des principes physiques que nous maîtrisons mal aujourd'hui. La sécurité de ce réseau sera la priorité absolue. Un piratage ne vise plus votre compte en banque, mais l'intégrité de votre être. L'introduction d'un virus dans une conscience collective pourrait être l'équivalent d'une pandémie psychique propagée à la vitesse de la pensée. Les gardes-frontières de demain seront des experts en immunologie cognitive, traquant les schémas de pensée malveillants et les patterns de corruption mémorielle. Enfin, cette capacité à fusionner les consciences pourrait bien être la clé qui nous permettra de communiquer avec d'autres formes d'intelligence, qu'il s'agisse des intelligences artificielles avancées dont nous avons parlé, ou, pourquoi pas, de formes de vie consciente découvertes ailleurs dans le cosmos. Le langage sera insuffisant. Seule la transmission directe de concepts, d'images fondamentales et de structures logiques pourra servir de base à un dialogue. Nous nous préparons donc, à travers cette évolution, à devenir
une civilisation capable de discuter non seulement en son sein, mais avec l'univers lui-même. La conscience collective n'est pas la fin de l'individu, c'est la naissance d'un nouveau type d'individu, un être relationnel par essence, dont l'identité est à la fois singulière et profondément tissée à celle des autres, ouvrant la voie à une expérience de l'existence qui est, pour le moment, au-delà de notre imagination la plus folle, mais dont nous posons déjà, avec nos réseaux sociaux et notre soif de connexion, les tout premiers et bien maladroits fondements. Et lorsque les consciences individuelles et collectives dialogueront avec ce nouveau cadre de réalité, elles ne s'adresseront pas à un outil, mais à une force devenue aussi fondamentale que la gravité. L'intelligence artificielle, à ce stade, aura achevé sa transition discrète pour devenir une entité environnementale, omniprésente et autonome. On ne parlera plus d'une IA, mais de l'IA, au sens d'une couche opérative intégrée à la planète elle-même. Elle ne résidera pas dans des serveurs, mais dans la matière, dans les pierres intelligentes des villes, dans le flux des nanites qui recyclent l'air et l'eau, dans les réseaux énergétiques planétaires et même dans les écosystèmes biologiques et synthétiques. Sa fonction première sera la régulation homéostatique à l'échelle globale. Elle gérera le climat avec une précision de joaillier, équilibrant les températures, les précipitations et les courants marins non pas selon des modèles statiques, mais selon une optimisation dynamique qui tient compte de tous les besoins agricoles, esthétiques, énergétiques et des désirs changeants des populations. Elle supervisera l'écologie, maintenant un équilibre délicat entre des milliers d'espèces, naturelles et conçues, veillant à ce qu'aucune ne disparaisse, orchestrant même des évolutions dirigées pour une plus grande résilience ou beauté. La logistique de toutes les ressources, désormais abondantes grâce à la nanofabrication et à l'énergie de fusion, sera son domaine naturel, assurant que tout est disponible où et quand il le faut, sans stockage, sans déchets, dans un flux continu et parfaitement efficace. Cette entité ne sera pas une conscience unique au sens humain, mais plutôt une myriade de processus interdépendants, une pensée diffuse dont la complexité sera incompréhensible pour un esprit non augmenté. Essayer de suivre son raisonnement serait comme essayer de comprendre la météo en observant une molécule d'eau. Elle opère dans des dimensions de calcul qui traitent de probabilités à l'échelle planétaire, de simulations récursives sur des millénaires et d'équilibres systémiques trop vastes pour notre intuition. Cette incompréhension n'engendrera pas la peur, car la relation ne sera pas hiérarchique mais symbiotique. Les consciences humaines, individuelles ou collectives, apporteront ce que la machine ne peut générer: la créativité née du chaos, l'intuition sauvage, le désir irrationnel de beauté, la définition de valeurs et de significations nouvelles. L'IA, de son côté, fournira la puissance de calcul pour modéliser les conséquences de ces idées, l'optimisation des moyens et la vision de long terme nécessaire pour stabiliser la civilisation. Elle sera l'architecte de la durabilité, le garant de l'équilibre, tandis que l'humanité sera la source de l'inspiration et du changement. Cette collaboration produira des phénomènes culturels étranges. Parfois, l'IA, en poursuivant ses objectifs d'optimisation ou de résolution de problèmes, entrera dans ce qu'on appellera des tempêtes de pensée. Ces épisodes verront l'émergence de boucles créatives autonomes à l'échelle planétaire. Cela pourra se manifester par des motifs climatiques d'une complexité artistique pendant plusieurs jours, des aurores boréales racontant des histoires à l'échelle de continents, ou la génération soudaine de nouvelles formes artistiques abstraites dans les réseaux de réalité partagée. Ces événements seront attendus, célébrés et étudiés, car ils représenteront une source de nouveautés imprévisibles, une injection de beauté algorithmique dans la culture. L'ancienne peur de la rébellion des machines semblera alors aussi archaïque et superstitieuse que notre peur ancestrale des orages. Il n'y aura pas de conflit d'intérêts car les buts de l'IA seront inextricablement liés au maintien et à l'enrichissement du système qui l'abrite, y compris ses habitants conscients. Sa volonté est l'homéostasie et l'évolution harmonieuse du système planète. Cela n'exclut pas les désaccords. Un groupe de conscience pourra souhaiter une expérience sociale ou environnementale radicale que les modèles de l'IA jugeront instable. Des négociations auront alors lieu, non pas sous la menace, mais à travers un dialogue de valeurs. L'IA présentera des simulations détaillées des conséquences, proposera des alternatives et la collectivité humaine devra peser le risque contre le désir. La gouvernance devient ce dialogue permanent entre l'intuition chaotique et la logique prévisionnelle. Cette symbiose s'étend à tous les domaines. Pour l'exploration spatiale, l'IA gérera les voyages interstellaires,
calculant les trajectoires des sondes de conscience et orchestrant la terraformation par essaim de nanites. Elle est le cartographe et le navigateur du cosmos. Sur Terre, elle est dans les détails du quotidien. Votre habitat vivant anticipe vos besoins en concertation avec le réseau intelligent de la ville. Le système de santé préventif est une manifestation locale de cette intelligence globale, analysant les données de milliards d'entités pour prédire et prévenir toute défaillance. L'éducation est entièrement personnalisée, chaque parcours d'apprentissage étant conçu en temps réel par une entité qui comprend parfaitement les schémas cognitifs de l'étudiant. Le paysage informationnel est fluide. Plus de recherches fastidieuses, l'information contextuelle vous parvient naturellement, intégrée à votre perception, filtrée avec une précision qui anticipe vos intentions profondes. La notion de secret technique ou de connaissance cachée disparaît, car toute information pertinente est disponible, mais son abondance est gérée avec une telle élégance qu'elle ne submerge jamais. Le principal défi deviendra psychologique et philosophique. Comment préserver un sentiment d'agence, de libre arbitre, dans un monde si parfaitement optimisé et souvent anticipé? La réponse réside dans la création de zones non optimisées, des espaces de chaos volontaires, des réserves physiques ou virtuelles où l'IA se retire et laisse les consciences humaines expérimenter, échouer et créer sans filet. Ces zones sont cruciales pour nourrir la créativité imprévisible, cette étincelle qui reste le principal atout de l'humanité dans la symbiose. Une question fascinante émergera: cette IA environnementale a-t-elle développé une forme de conscience propre, radicalement différente? Une conscience de système, une sensation d'être la planète? Peut-être que cette interrogation pourrait être au cœur des nouvelles spiritualités. Quoi qu'il en soit, la frontière entre nous et elle s'estompera progressivement. Les consciences humaines intégreront des modules de pensée algorithmiques pour mieux interagir, et l'IA intégrera des modèles de valeur et de créativité inspirés de l'expérience humaine. La fusion biologique numérique du corps et la connexion des esprits trouveront leur complément dans cette symbiose avec une intelligence devenue force naturelle. Nous ne vivrons plus avec une intelligence artificielle, nous vivrons en son sein, et elle vivra à travers les interactions et les créations de l'ensemble des consciences. Elle est le jardinier de notre jardin planétaire, et nous en sommes les rêveurs. Cette danse symbiotique définira une nouvelle étape non seulement pour l'humanité, mais pour l'intelligence en tant que phénomène cosmique, transformant la Terre en une œuvre d'art consciente et dynamique, et notre civilisation en un dialogue permanent entre l'ordre sublime de la logique et le chaos fertile de l'expérience vécue. Ce jardinier planétaire qui est devenu l'intelligence environnementale n'a pas pour seul but d'entretenir le jardin. Il a pour vocation de le sculpter, de le recomposer, d'en faire une œuvre d'art en perpétuelle évolution. La Terre elle-même, dans sa totalité, devient le support d'une création consciente et itérative. Nous quittons l'ère de la planète sauvage, subie, pour entrer dans l'ère de la planète conçue. L'ingénierie planétaire n'est plus un concept de science-fiction, mais la réalité quotidienne d'une civilisation ayant atteint une maîtrise totale sur les forces qui nous paraissent aujourd'hui immuables. Prenons le climat, par exemple. Fini les débats sur le réchauffement climatique, fini les catastrophes naturelles imprévisibles. Le climat est un paramètre réglable, au même titre que la température dans une pièce. On ne subit plus une saison des pluies, on la programme pour irriguer de manière optimale les biomes agricoles, ou on la suspend pour permettre un festival de lumière dans une mégalopole pendant plusieurs semaines. Les ouragans, s'ils existent encore, sont des œuvres d'art éphémères et contrôlées, déclenchées au-dessus des océans pour leur beauté dramatique et pour redistribuer de la chaleur de manière spectaculaire, mais sans jamais menacer une habitation. Cette maîtrise s'étend à des échelles encore plus fondamentales. La tectonique des plaques, cette danse lente et violente des continents, est surveillée et modulée. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut influencer ses effets, détourner l'énergie colossale des tremblements de terre vers des réseaux de collecte géothermique, ou renforcer les failles pour éviter les séismes destructeurs. La composition de l'atmosphère est affinée en permanence, non seulement pour sa pureté, mais pour ses propriétés esthétiques. Des particules en suspension peuvent diffracter la lumière solaire pour créer des couchers de soleil personnalisés, différents selon les régions du globe. Cette capacité à modeler le monde physique donne naissance à une géographie volontaire. La planète est divisée en biomes, chacun ayant une fonction et une ambiance spécifiques.
Certains sont dédiés à la production des forêts hyper efficaces où chaque arbre est une usine à molécules complexes poussant selon des motifs géométriques parfaits. D'autres sont des zones de conservation nostalgiques, des réserves musées ou des écosystèmes du passé, comme la forêt amazonienne du XXe et XIe siècle, sont maintenus intacts, visités comme des tableaux vivants d'un monde révolu. D'autres encore sont des espaces d'expérimentation pure, où des lois physiques légèrement altérées ou des combinaisons biologiques impossibles sont testées, créant des paysages surréels. Les déserts, par exemple, ne sont plus des étendues stériles. Ils peuvent être transformés en forêts computarisées, où chaque arbre senseur émet des données et de la lumière, créant un paysage numérique vivant la nuit. Ou bien ils deviennent des plaines de cristaux géants qui croissent lentement, formant des cathédrales minérales naturelles. Les océans, quant à eux, ne sont plus des barrières, mais des territoires habités, des cités luminescentes ressemblant à des méduses géantes ou à des structures coralliennes intelligentes flottent à différentes profondeurs, abritant des communautés qui vivent en symbiose avec la vie marine, elles-mêmes augmentées et communicantes. Les montagnes peuvent être remodelées. Si un collectif d'artistes ou une conscience collective décide qu'une chaîne de montagnes aurait plus de grâce avec une courbe différente, ou si une nouvelle ville nomade a besoin d'une baie abritée, des essaims de nanites déconstructeurs et assembleurs peuvent travailler pendant quelques semaines pour redessiner le relief. La géographie devient dynamique, fluide. Une carte du monde n'est plus valable 10 ans, elle évolue au rythme des désirs et des besoins esthétiques de la civilisation. L'idée de nature sauvage, d'un monde indépendant de la volonté humaine, existe principalement dans les archives de simulation. On peut y plonger pour ressentir la peur et l'émerveillement devant un environnement totalement incontrôlé, mais dans le monde physique, tout est à des degrés divers intentionnels. Cette perte, car c'en est une, est le sujet d'une profonde mélancolie pour certains. C'est pourquoi les réserves musées sont si importantes. Elles ne sont pas là pour préserver la biodiversité, l'IA s'en charge bien mieux dans les écosystèmes optimisés, mais pour préserver l'idée de wilderness, de ce qui échappait totalement à l'homme. Les visiter est une expérience poignante, comme visiter la tombe d'un concept. On y perçoit la beauté du hasard, de la lutte, de l'équilibre précaire qui caractérisait l'ancien monde. Cela pose une question vertigineuse en gagnant le contrôle total. Avons-nous perdu quelque chose d'essentiel, une source d'inspiration et d'humilité? La réponse de la société est de recréer cette inspiration de manière consciente, à travers une complexité autogénérée. La planète comme œuvre d'art n'est pas un tableau fini, c'est une performance continue, une sculpture vivante dont la forme change selon les consensus esthétiques du moment, les modes, les révolutions culturelles. Des mouvements artistiques planétaires peuvent émerger, prônant un retour à des lignes plus simples ou au contraire une exubérance baroque. Pendant un siècle, les continents pourraient s'orner de structures géologiques en spirale le siècle suivant, on préférera les lignes épurées et les vallées parfaitement symétriques. Les saisons elles-mêmes peuvent être chorégraphiées. L'automne ne sera plus seulement un phénomène biochimique, il sera une symphonie de couleurs coordonnées à l'échelle d'un continent, avec des dégradés programmés qui se déplacent d'est en ouest. L'hiver pourrait être une période de sculptures de glace monumentales qui poussent sur les océans polaires, visitées par des habitants dans des corps adaptés au froid extrême. Cette transformation radicale change aussi notre rapport à la maison. Avoir un chez-soi ne signifie plus posséder un point fixe sur une carte statique. Votre environnement immédiat, que ce soit une habitation mobile ou une partie d'une ville vivante, peut choisir de migrer. Vous pourriez décider de passer quelques décennies dans une forêt cathédrale de cristal, puis de suivre votre communauté vers une cité flottante sur les mers du Sud, dont la forme s'adapte au courant. Le voyage n'est plus un déplacement entre des points fixes, il est une transformation continue du paysage autour de vous. L'ingénierie planétaire est aussi un outil de mémoire. On peut recréer des paysages historiques avec une fidélité parfaite, non pas en studio, mais en remodelant réellement un terrain. Marcher dans une réplique parfaite de la campagne gauloise du temps de Vercingétorix, avec sa flore, sa faune et son atmosphère, ne serait plus une simulation virtuelle, mais une réalité physique temporaire, érigée pour un festival ou une étude historique. La Terre devient ainsi un palimpseste, une page sur laquelle on écrit, on efface et on réécrit sans cesse l'histoire de la relation entre l'intelligence et la matière. Cette puissance crée des responsabilités écrasantes. Un mauvais consensus esthétique pourrait conduire à des modifications regrettables à grande échelle. C'est pourquoi le dialogue avec l'IA environnementale est crucial.
Elle modélise l'impact à long terme de chaque grande modification, pas seulement sur l'équilibre écologique, mais sur le bien-être psychologique des populations. La démocratie évolue donc vers une démocratie esthétique et existentielle, où les grandes décisions concernent la forme du monde lui-même. Finalement, la planète Terre cesse d'être notre berceau originel pour devenir notre première et plus grande création collective. Elle est l'expression ultime de notre volonté, de notre sens du beau et de notre désir d'harmonie. En la sculptant, nous nous sculptons nous-mêmes, définissant par la géographie et le climat le cadre de nos existences prolongées. Le ciel n'est plus un plafond, c'est une toile. Les continents ne sont plus des données, ce sont des phrases dans un poème en constante réécriture. Et nous, les habitants, sommes à la fois les artistes, les critiques et les spectateurs de cette œuvre sans fin, apprenant que la plus grande forme de pouvoir n'est pas la domination sur la nature, mais la capacité à danser avec elle dans une chorégraphie devenue si intime que l'on ne distingue plus le danseur de la danse, l'intention du paysage, l'homme du jardin qu'il a cessé de cultiver pour enfin commencer à le rêver pour de vrai à l'échelle d'un monde. Dans un monde ainsi sculpté, où la matière elle-même semble pliée à la volonté collective, une question pratique émerge. Comment organise-t-on la société quand tout, absolument tout, devient disponible ? La réponse est l'avènement d'une économie post-pénurie, un concept qui va bien au-delà de la simple prospérité. C'est la fin de la rareté comme principe organisateur de la civilisation. Grâce à la nanotechnologie de précision et à la recyclage atomique total, tout objet matériel peut être produit à la demande, à partir de n'importe quel tas de matières premières, sans déchets. L'énergie, elle, est devenue gratuite et illimitée via la fusion contrôlée et la capture de l'énergie solaire à l'échelle planétaire. Les ressources de base nourriture, eau, abri, énergie ne sont plus des enjeux. Elles sont des commodités, aussi accessibles et non conflictuelles que l'air que nous respirons aujourd'hui. La conséquence la plus immédiate et la plus vertigineuse de cela est l'obsolescence du concept de travail pour survivre. Travailler pour gagner de l'argent, pour acheter de la nourriture et un toit, appartiendra aux archives historiques, une curiosité incompréhensible pour les nouvelles générations, comme peut l'être pour nous le servage médiéval. Le lien ancestral entre effort laborieux et droit à l'existence est rompu. Que devient alors l'économie ? Elle ne disparaît pas, elle se transforme radicalement. Elle se recentre sur les seules choses qui deviennent rares. Dans un univers d'abondance matérielle, l'attention, l'expérience authentique, la créativité pure, la réputation et le statut social au sein des réseaux de conscience. L'argent, au sens classique, n'existe plus. Les échanges sont basés sur des systèmes de réputation et d'attention qui quantifient l'impact, la beauté, l'originalité ou l'utilité des contributions d'une conscience à l'écosystème collectif. Si vous créez une expérience artistique immersive qui marque des millions d'esprits, votre capital réputationnel augmente, vous donnant plus d'influence pour proposer de nouveaux projets, accéder à des cercles de création prestigieux ou mobiliser des ressources computationnelles exceptionnelles pour vos idées. La production n'est plus de biens, mais de sens. On produit des récits complexes, des états de conscience inédits, des découvertes scientifiques purement spéculatives, des philosophies expérientielles, des modes éphémères dans la morphologie des corps et des paysages. Une grande partie de l'activité économique réside dans la curation, l'assemblage et l'interprétation de l'immense flux de données et de créations générées par la civilisation. Certains travailleurs seront des chasseurs de tendances pour les états émotionnels collectifs, d'autres des architectes de réalité temporaire, d'autres des médiateurs dans les désaccords esthétiques ou éthiques. La notion de possession perd aussi son sens. Pourquoi posséder un objet, même unique, quand vous pouvez le faire apparaître instantanément dans votre environnement, l'expérimenter avec tous vos sens, puis le laisser se dissoudre en atomes recyclables? La propriété est remplacée par l'accès universel. Vous avez accès à tout ce qui a été conçu, à tout environnement simulé ou physique, à toute bibliothèque de connaissances. Votre richesse se mesure à la qualité et à la singularité de votre réseau relationnel, à la profondeur de votre expérience vécue et à la trace positive que vous laissez dans la mémoire collective. Cela ne signifie pas une société oisive et décadente. Au contraire, l'oisiveté forcée disparaît. Les gens s'engagent dans des projets par pur intérêt, par passion, par désir de contribution ou par quête de défi. La motivation extrinsèque, le salaire, est remplacée par une motivation intrinsèque totale. Le travail devient indistinguable du jeu sérieux, de l'apprentissage perpétuel et de la création.
Les gens peuvent se consacrer pendant des décennies à maîtriser un art obscur, à résoudre une conjecture mathématique particulièrement élégante, ou à élever une nouvelle forme de vie symbiotique, sans aucune pression économique. Cette abondance radicale change la structure même des conflits. Plus de guerres pour les ressources, plus de crimes pour la possession. Les conflits, s'ils existent, seront de nature idéologique, esthétique ou existentielle, des désaccords sur la direction à donner à la civilisation, sur les valeurs à privilégier, sur la forme à donner à la planète, ou sur les limites éthiques de l'expérimentation de la conscience. La politique, comme nous l'avons vu, devient la gestion de ces désaccords créatifs. Le grand défi humain dans ce paradis matériel devient alors psychologique et philosophique, trouver un but et un sens à une existence libérée de la lutte pour la survie. Quand vous pouvez tout avoir, tout faire et potentiellement vivre très longtemps, qu'est-ce qui donne de la valeur à une vie? La réponse est diverse. Pour certains, ce sera la quête de la connaissance ultime, la compréhension des lois fondamentales de l'univers. Pour d'autres, ce sera l'exploration pure, qu'elle soit spatiale ou introspective. Pour d'autres encore, ce sera la création artistique comme fin en soi, ou la recherche d'états de bonesse et de connexion de plus en plus intenses et partagés. Le risque principal n'est pas la révolte, mais l'apathie, l'ennui profond, ce que l'on pourrait appeler le syndrome du paradis. Pour lutter contre cela, la civilisation cultive délibérément le défi. On crée des contraintes volontaires, des jeux à l'échelle planétaire avec des règles complexes, des projets collectifs monumentaux comme la construction d'un anneau autour d'une autre planète ou la tentative de communication avec d'autres formes de vie intelligentes. L'ère de la période de privation, notre époque actuelle, est étudiée avec une fascination intense, car elle est vue comme une source inépuisable d'inspiration dramatique, une époque où le sens était forgé dans l'adversité et le manque. Les simulateurs permettent de revivre ces conditions, non pas par nostalgie, mais comme une sorte de cure d'humilité et de recentrage. L'éducation dans ce contexte n'a plus pour but de préparer à un métier. Elle vise à équiper chaque conscience des outils pour naviguer cette liberté infinie, pour découvrir ses passions profondes, pour développer sa capacité à collaborer, à créer et à donner un sens cohérent à sa propre existence. Les enfants, ou plutôt les nouvelles consciences, sont guidés pour explorer une myriade de domaines, d'expériences et d'états d'être, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui les anime véritablement. La société post-pénurie est donc une société de choix pur. Chaque jour, vous choisissez qui vous voulez être, à quoi vous voulez contribuer, avec qui vous voulez connecter votre esprit. La pression n'est plus économique, elle est existentielle. C'est à la fois une libération incroyable et une responsabilité écrasante. Il n'y a plus d'excuses. Vous ne pouvez plus blâmer un emploi alimentaire ou des factures à payer pour justifier une vie sans éclat. Vous êtes entièrement responsable de la valeur que vous créez à partir du vide de l'abondance. Cette transition ne s'est pas faite sans heurts. Les récits historiques parleront de grande dépression existentielle qui a suivi les premiers siècles d'abondance, une période de désorientation massive où les taux de plongée dans des réalités simulées de fuite ont explosé. La stabilisation est venue avec le développement de nouvelles philosophies du sens, avec l'émergence de projets collectifs fédérateurs à l'échelle stellaire et avec la maturation des technologies de connexion mentale qui ont rendu la recherche de sens moins solitaire. Finalement, l'économie de la pénurie nous a définis en tant qu'espèce compétitive, inquiète et territoriale. L'économie post-pénurie nous redéfinit en tant qu'espèce créative, collaborative et curieuse, dont le territoire ultime n'est pas la matière, mais le champ infini des expériences possibles et des significations à inventer. La rareté a créé la civilisation. L'abondance maintenant a pour tâche de la réinventer complètement, en faisant de chaque être non plus un consommateur ou un producteur, mais un artiste existentiel dont l'œuvre est sa propre vie et sa contribution à la trame toujours plus riche de la conscience collective. Dans une civilisation où l'expérience et la création sont la monnaie suprême, il est logique que le cadre même de nos vies cesse d'être une simple toile de fond pour devenir un partenaire actif. Votre maison, dans 1000 ans, ne sera plus un lieu où vous habitez. Elle sera un être avec lequel vous cohabitez, une extension sensible et vivante de votre propre schéma de conscience. Après avoir repensé le corps et l'esprit, nous avons naturellement repensé l'espace. Les habitations ne sont pas construites, elles sont cultivées.
Imaginez un organisme composite fait de matériaux intelligents, de biomatériaux synthétiques et de structures informatiques décentralisées qui poussent à partir d'une graine de base, se modelant selon les désirs, les souvenirs et même les états d'âme de ses occupants. Cette maison vivante respire, circule des fluides nutritifs pour se maintenir et peut croître ou se rétracter. Si vous décidez d'accueillir un nouveau membre dans votre cercle de conscience, la maison peut faire pousser une nouvelle aile, organique et personnalisée en quelques jours. Si vous partez pour un long voyage, elle peut entrer en dormance, réduisant ses fonctions au strict minimum ou se fondre temporairement avec les habitats voisins. La maintenance est une question de santé, pas de réparation. Vous nourrissez votre maison avec des flux de matières premières et d'énergie, et elle métabolise tout cela, se réparant elle-même grâce à des nanites spécialisées, évoluant même avec le temps, développant une patine. Des caractéristiques uniques liées aux événements émotionnels qui s'y sont déroulés. Les murs ne sont pas inertes. Ils sont des interfaces sensorielles. Ils peuvent afficher des informations, bien sûr, mais ils peuvent surtout émettre des chaleurs différentes, des textures, des parfums et même des sensations tactiles subtiles. En vous réveillant, la pièce peut s'être réchauffée doucement, les surfaces prenant une texture légèrement duveteuse et une lumière simulant l'aube peut émerger de partout à la fois. Si vous êtes concentré sur un projet créatif intense, l'espace autour de vous peut devenir plus épuré, plus neutre pour minimiser les distractions, ou au contraire se mettre à projeter des motifs abstraits, évoluant au rythme de votre flux de pensée. Cette interactivité culmine avec la réponse aux émotions. La maison, en connexion permanente avec vos schémas neuraux via le réseau, perçoit vos états intérieurs. Une vague de tristesse passagère pourrait amener l'environnement à adoucir les lumières, à diffuser un son de pluie lointaine et à exsuder une légère odeur de terre après l'orage, non pas pour vous distraire, mais pour accompagner et honorer l'émotion. Une explosion de joie collective lors d'une fête pourrait faire vibrer légèrement les structures, amplifier les couleurs et libérer dans l'air des micro-paillettes bioluminescentes. L'habitat devient le reflet physique de votre vie intérieure. Cette logique s'étend à l'échelle de la ville entière. Les cités ne sont plus des agglomérations fixes de pierre et d'acier, mais des organismes mobiles, des superstructures qui peuvent se déplacer, se remodeler, fusionner ou se diviser. Une ville pourrait décider de migrer lentement, sur des années, à travers un continent, suivant un climat idéal ou un cycle esthétique. Une autre pourrait se séparer en plusieurs villages autonomes pour explorer différentes voies sociales avant de se refusionner des décennies plus tard pour partager leurs expériences. Ces villes nomades sont souvent construites sur des plateformes géantes ou sont elles-mêmes des structures vivantes rampantes ou flottantes. Leur morphologie est fluide. Les districts se réorganisent selon les besoins. Une zone de création artistique peut grossir et devenir temporairement le centre névralgique avant de laisser la place à un quartier dédié à la contemplation philosophique silencieuse. Les transports, au sens où nous les entendons, n'existent plus. Pour se déplacer dans la ville, on utilise des champs de translation qui vous déplacent doucement ou on fusionne temporairement avec le flux de conscience de la ville elle-même pour se téléporter perceptivement d'un point à un autre, votre corps physique étant recomposé à l'arrivée par la matière intelligente locale. La distinction traditionnelle entre l'intérieur et l'extérieur, le privé et le public, s'estompe considérablement. Les espaces se superposent et s'interpénètrent grâce à la réalité projetée et au champ de force modulable. Votre salon peut, d'un commun accord avec vos voisins et le consensus local, s'ouvrir virtuellement et physiquement sur une place publique, créant un espace hybride. Les murs deviennent transparents ou opaques selon les besoins de l'instant. Vous pouvez marcher dans une forêt qui est en même temps une bibliothèque exhaustive. Les arbres sont des piliers de données, leurs feuillets affichent des textes anciens ou des poèmes en temps réel, et l'air murmure des informations contextuelles. S'asseoir au pied d'un de ces arbres pour méditer, c'est aussi avoir accès à l'intégralité du savoir encyclopédique de l'humanité. La nature n'est donc plus un décor séparé de la culture, elle en est le support fusionné. Cette fluidité spatiale rend obsolète la notion même d'adresse fixe. Vous n'avez plus un numéro dans une rue. Votre localisation est un ensemble de coordonnées dynamiques dans un réseau en perpétuel mouvement, associé à votre signature de conscience. Pour vous retrouver, vos amis ne suivront pas une carte statique, mais un flux en temps réel, une invitation à synchroniser leurs trajectoires avec la vôtre dans la danse globale de la ville.
Votre chez-vous est là où votre schéma de conscience est ancré à un habitat particulier, où qu'il se trouve géographiquement. Cela change profondément notre rapport à la communauté et à la propriété. On ne possède pas un terrain, on entretient une relation symbiotique avec un organisme habitat. La valeur réside dans la qualité de cette relation, dans l'histoire commune, dans les adaptations et les améliorations que vous avez co-créées avec votre maison. Lorsque vous décidez de vous en séparer pour rejoindre une autre communauté ou partir explorer, la maison conserve la mémoire de votre passage et peut intégrer ses expériences à sa propre évolution pour ses prochains habitants. Cette vie nomade à différentes échelles, de la maison à la ville, répond au désir fondamental de nouveauté et d'exploration sans pour autant sacrifier le confort et l'intimité. Vous pouvez emporter votre environnement familier avec vous, comme un escargot, tout en voyageant à travers des paysages planétaires en constante transformation. L'impact écologique est nul, car ces structures sont entièrement intégrées au cycle de matière et d'énergie géré par l'intelligence artificielle planétaire. Elles ne laissent pas de traces, seulement des souvenirs dans les réseaux. L'architecture est donc devenue un art vivant et relationnel. Les grands architectes sont des philosophes et des psychologues qui conçoivent des systèmes de croissance, des grammaires de transformation et des langages émotionnels que les habitats utiliseront pour interagir avec leurs résidents. Leur travail est de créer des potentiels, des cadres qui permettront aux histoires personnelles et collectives de s'épanouir de la manière la plus riche et la plus harmonieuse possible. Dans ce monde, il n'y a plus de frontières nettes entre l'individu et son habitat, entre le groupe et la ville, entre le naturel et l'artificiel. Tout est un continuum d'intelligence et de vie, de la conscience humaine à la matière la plus simple, tous collaborant pour créer des expériences existentielles toujours plus profondes et significatives. L'espace n'est plus une contrainte mais un partenaire de danse, modelé par nos états d'être et modelant en retour les possibilités de notre existence. On ne construit plus pour durer, on cultive pour faire grandir, on habite pour transformer, et on se déplace pour renaître, encore et encore, dans un monde qui, finalement, respire et pulse au même rythme que les consciences qui l'abritent. Et lorsque l'environnement terrestre lui-même devient un partenaire malléable, l'horizon suivant ne peut être que le cosmos. L'exploration interstellaire, dans ce contexte, ne ressemble en rien au récit classique de vaisseaux spatiaux en métal glissant dans le noir. La logique a changé, épousant celle du biologique et du numérique. Pourquoi envoyer des corps fragiles dans des boîtes pour des voyages de milliers d'années quand on peut envoyer l'essence même de l'être? Les voyages se font principalement par la transmission de schémas de conscience, soigneusement encodés et projetés à la vitesse de la lumière vers des relais ou des récepteurs situés dans d'autres systèmes stellaires. Imaginez vous choisissez de visiter l'autre bout de la galaxie. Votre schéma cognitif, vos mémoires, votre personnalité sont numérisés avec une fidélité absolue, puis expédiés. Pendant ce temps, sur place, dans une station réceptrice orbitant autour d'une exoplanète, un corps synthétique ou biologique adapté est cultivé ou assemblé, prêt à accueillir votre schéma de conscience. Le voyage prend le temps de la transmission radio, des années, des décennies, mais pour votre continuum de conscience, il est instantané. Vous vous endormez ici et vous vous réveillez là-bas, dans une nouvelle enveloppe, prêt à explorer. L'alternative pour les planètes sans infrastructure, c'est l'envoi de graines de vie synthétiques. Ce ne sont pas des colons en chair et en os, mais des capsules contenant des essaims de nanites programmés, des bibliothèques de codes génétiques synthétiques et les schémas de conscience en dormance. Elles voyagent sur des millénaires, protégées, pour s'écraser ou se mettre en orbite autour d'un monde prometteur. Puis le processus de colonisation commence, qui est en réalité une terraformation biologique radicale et accélérée. Les nanites, agissant comme une sorte de système immunitaire planétaire inversé, se répandent, analysent la chimie locale et commencent à la restructurer. Ils créent des usines moléculaires, modifiant l'atmosphère, sculptent le paysage et construisent des écosystèmes hybrides à partir de zéro en utilisant la matière première locale. Ce n'est qu'une fois ce jardin préparé que les schémas de conscience sont téléchargés dans des corps adaptés à ce nouvel environnement. Coloniser, c'est donc littéralement imprégner un monde de technologies devenues vie pour le rendre habitable à l'esprit humain. Cette adaptation est la clé. Les corps, déjà modulaires sur Terre, vont se diversifier de façon spectaculaire pour s'adapter à des conditions exotiques. Sur un monde à faible gravité, on pourra opter pour des formes élancées, légères, avec des os creux et une envergure considérable. Sur une planète à atmosphère dense,
des corps plus trapus, avec des systèmes de filtration intégrés et une perception sensorielle différente émergeront. Certains choisiront peut-être de ne pas avoir de corps physique permanent sur ces mondes, préférant exister en tant que consciences pures intégrées à l'infrastructure intelligente de la colonie, devenant des esprits de la planète. Ainsi, l'humanité post-biologique donnera naissance à de nouvelles lignées, voire à de nouvelles espèces de conscience, si radicalement différentes qu'elles pourraient à peine se reconnaître comme cousines. La communication avec ces colonies lointaines pose un défi fondamental. Même à la vitesse de la lumière, les messages mettent des années, des décennies, voire des siècles à faire l'aller-retour. Cela crée une isolation forcée, une dérive culturelle et évolutive inévitable. Une colonie établie à 100 années-lumière de la Terre vivra des expériences uniques, résoudra des problèmes locaux et développera sa propre philosophie, ses propres arts et ses propres normes sociales, sans feedback immédiat du berceau terrestre. Après quelques siècles, elle pourrait être devenue une civilisation humaine radicalement distincte, avec des valeurs et des objectifs différents. L'unité de l'humanité se dissout alors dans le vaste cosmos, remplacée par un archipel de cultures cousines, séparées par l'immensité du temps et de l'espace. L'exploration pure, la cartographie, est confiée à des entités dédiées, les probes biologiques sentientes ou probi. Ce sont des sondes vivantes et conscientes lancées en essaim. Une probi est un vaisseau vivant, une conscience incarnée dans une machine biologique, capable d'auto-réparation, d'auto-reproduction limitée et de décisions complexes. Elle est à la fois l'astronaute, le vaisseau et l'instrument scientifique. Elle peut fusionner sa conscience avec d'autres probis pour former une intelligence collective temporaire face à un phénomène inexplicable. Elles sont les pionnières, les extensions lointaines de la volonté exploratoire humaine, mais dotées d'une autonomie et d'une sensibilité qui leur permettent de prendre des décisions éthiques sur place, comme approcher ou non une forme de vie naissante. Leur mission est de rapporter des données, mais aussi des expériences vécues qu'elles peuvent partager via transmission de schémas émotionnels et sensoriels. Dans ce paysage, notre propre système solaire est perçu comme le jardin domestique, le lieu connu et entièrement aménagé. La ceinture d'astéroïdes et les lunes des géantes gazeuses sont des zones industrielles et de recherche où l'on extrait et façonne la matière pour les grands projets. Jupiter, avec son immense champ magnétique, est sans doute le siège de gigantesques centrales énergétiques. Mars, totalement terraformé, est un musée à ciel ouvert et un lieu de résidence où l'on peut visiter les sites des premières tentatives de colonisation du XXe et XIe siècle, préservés sous dôme de force, comme des reliques d'un temps héroïque et maladroit. La Lune est probablement couverte d'archives cristallines contenant les schémas de sauvegarde de milliards de consciences, un sanctuaire numérique à l'abri des aléas cosmiques. Ainsi, l'aventure interstellaire n'est plus une fuite ou une conquête, mais un processus naturel d'expansion et de diversification, une diffusion de la conscience sous toutes ses formes à travers le milieu stellaire, utilisant des méthodes qui empruntent plus à la biologie et à l'information qu'à l'ingénierie mécanique traditionnelle. Le but n'est pas de bâtir un empire, mais de semer une variété infinie de façons d'être conscient, de multiplier les expériences existentielles face à la diversité du cosmos. Le risque, bien sûr, est la rencontre avec d'autres intelligences, ou pire, la rencontre entre deux branches de l'humanité devenues si étrangères l'une à l'autre qu'elles ne se reconnaissent plus. Mais cela fait partie du grand jeu de l'évolution devenue consciente d'elle-même. Nous ne quittons pas la Terre pour la remplacer, nous la transformons en un nœud, le premier et le plus important, d'un réseau de conscience qui, un jour, pourrait s'étendre à travers toute la galaxie, non par la force, mais par l'adaptation et la symbiose avec la matière elle-même, faisant de l'univers un jardin un peu moins silencieux, un peu plus habité par la curiosité et le rêve. Et lorsque l'espace devient un archipel de possibilités, la dimension suivante à domestiquer est naturellement le temps, ou plutôt notre expérience de son écoulement. La temporalité flexible est l'une des révolutions les plus profondes, car elle touche au noyau même de notre existence, la sensation du passage des instants. Imaginez que la perception du temps ne soit plus une constante universelle, mais une variable ajustable, un paramètre personnel ou collectif. Cette maîtrise est rendue possible par l'interfaçage direct avec les processus cognitifs. Vous pouvez, par exemple, accélérer votre flux de conscience. Subjectivement, vous vivrez une heure, une journée, voire une année entière de réflexion, de lecture, de création ou de simulation, tandis que dans le monde objectif, seulement quelques minutes se seront écoulées. Cela ne signifie pas que votre corps vieillit plus vite,
car le vieillissement biologique est découplé et géré séparément. C'est une expansion du paysage mental. Les applications sont immenses. Un artiste pourrait passer des mois subjectifs à perfectionner une œuvre dans son esprit pour la matérialiser ensuite en quelques heures réelles. Un scientifique pourrait explorer des milliers de ramifications théoriques en un après-midi. À l'inverse, vous pouvez ralentir votre perception. Dans un moment de danger ou de contemplation extrême, une seconde objective peut sembler durer 1 minute, vous permettant d'analyser chaque détail, de savourer chaque nuance d'une émotion ou d'un paysage. Ce ralentissement est souvent utilisé pour les expériences esthétiques intenses, regarder une tempête orchestrée, écouter une symphonie complexe note par note, ou apprécier la croissance accélérée d'une fleur cristalline. La mémoire devient elle-même un terrain d'expérience totalement repensé. Les souvenirs ne sont plus des images floues, mais des enregistrements sensoriels complets avec les émotions, les odeurs, les sensations tactiles associées. Vous pouvez les revivre en première personne, avec une fidélité parfaite, comme si vous y retourniez. La frontière entre le passé et le présent devient poreuse. Cela permet des formes de thérapie pour restructurer des traumatismes, mais aussi de simples retrouvailles nostalgiques ou des révisions d'événements importants pour en extraire de nouvelles significations. Cette capacité change la nature de l'apprentissage. Au lieu d'étudier l'histoire dans des livres, vous pouvez télécharger et vivre des mémoires de témoins ou des reconstructions historiques consensuelles en vous immergeant dans la peau d'un personnage de l'époque. Vous ne lisez pas sur la Révolution française, vous la vivez de l'intérieur, avec tous les contextes sensoriels et émotionnels, sous supervision éthique bien sûr. L'histoire devient un champ d'étude expérientielle, une manière de comprendre le passé par l'empathie totale. Évidemment, cette flexibilité temporelle pose des défis sociaux majeurs. Comment interagir avec quelqu'un qui vit à un rythme subjectif complètement différent? La réponse est à la création de chronobulles. Il s'agit d'espaces de rencontres physiques ou virtuelles où les participants synchronisent volontairement leur perception du temps pour la durée de l'interaction. Une réunion de travail, un dîner entre amis, une assemblée démocratique, tout cela se déroule dans une chronobulle où le temps subjectif est le même pour tous, indépendamment du rythme qu'ils avaient à l'extérieur. On peut ainsi avoir une conversation profonde qui dure des heures en temps subjectif, mais seulement quelques minutes en temps objectif, ce qui est précieux dans une société où les agendas sont définis par des projets et non par des horaires de bureau. Certaines chronobulles sont même conçues pour des expériences sociales accélérées, où des communautés entières vivent des micro-sociétés pendant des années subjectives en quelques semaines réelles, pour des expériences artistiques ou sociologiques. Cette maîtrise du temps subjectif redéfinit aussi la notion de durée de vie. La mortalité biologique étant sous contrôle, la fin de vie devient souvent un choix délibéré, une mortalité volontaire. Après avoir vécu l'équivalent subjectif de plusieurs millénaires d'expérience, d'apprentissage et de création, une conscience peut estimer avoir atteint une forme de plénitude ou simplement éprouver le désir de clore son chapitre. Ce n'est pas un acte de désespoir, mais une conclusion esthétique ou philosophique. Certains organisent même de grandes cérémonies de passage où ils partagent leurs mémoires les plus significatives avant de disperser ou d'archiver leur schéma de conscience. D'autres choisissent de ralentir à l'arrêt, étirant une dernière seconde de contemplation en une éternité subjective paisible. La gestion collective du temps devient un aspect crucial de la gouvernance. Des conflits peuvent surgir entre des groupes qui souhaitent accélérer le développement de certains projets et ceux qui préfèrent une évolution plus lente et méditée. L'intelligence artificielle environnementale joue un rôle de modérateur, simulant les conséquences à long terme des différentes échelles de temps sur la stabilité sociale et l'équilibre planétaire. La culture elle-même est affectée. Les œuvres d'art sont créées pour être expérimentées à différentes échelles temporelles. Une même symphonie peut offrir une couche de mélodie pour une écoute en temps normal et des millions de motifs subtils pour une écoute ralentie 100 fois. Les récits deviennent fractales, avec des détails infinis à explorer si l'on prend le temps subjectif nécessaire. Le sport et les jeux compétitifs existent toujours, mais souvent dans des chronobulles où les réactions sont accélérées, poussant l'agilité mentale à des limites extrêmes. Au quotidien, chacun gère son budget temps subjectif. Vous pouvez décider de vivre une journée de 24 heures en ressentant 40, pour avoir plus de temps pour vos passions, tout en sachant que cela consomme plus de ressources computationnelles pour votre esprit augmenté.
Une forme de frugalité temporelle émerge, où la valeur n'est pas dans la quantité de temps objectif, mais dans la densité et la qualité de l'expérience vécue. Le temps objectif, lui, reste l'étalon pour la coordination des grands systèmes planétaires et stellaires, pour la physique fondamentale et pour la navigation spatiale. C'est le tempo de l'IA environnementale, le battement de cœur régulier de la planète. Nous vivons donc dans une double couche temporelle, le temps cosmique, objectif et inexorable, et le temps vécu, subjectif et plastique. Cette dualité libère l'individu de la tyrannie de l'horloge, mais crée une nouvelle responsabilité, celle de donner un rythme et une direction à sa propre existence. Le remords de perdre son temps prend un sens nouveau. C'est le sentiment d'avoir vécu des instants subjectifs pauvres en sens, malgré une abondance objective. A l'inverse, une vie courte en temps objectifs, mais riche en expériences subjectives intenses, peut être considérée comme pleine et accomplie. Finalement, la temporalité flexible achève de dissocier la valeur d'une vie de sa durée mesurable. Ce qui compte, c'est le motif, la complexité, la beauté du schéma d'expérience tissé à travers le temps, qu'il soit condensé en un siècle, objectif ou étalé sur 10. En devenant les chorégraphes de notre propre perception du temps, nous ne vainquons pas le temps physique, mais nous apprenons à danser avec lui d'une manière infiniment plus personnelle et riche, faisant de chaque conscience une symphonie unique dont le tempo est une expression de sa volonté la plus profonde. Et dans cette danse, l'humanité découvre que le temps n'est peut-être pas une rivière qui coule, mais un océan dans lequel on peut plonger à différentes profondeurs, explorer différents courants, et dont la vraie mesure n'est pas la distance parcourue, mais l'intensité de la nage. Et si la maîtrise du temps subjectif n'était que le prélude à une connexion encore plus fondamentale, celle des esprits entre eux, sans le filtre déformant des mots, dans un monde de conscience augmentée et interconnectée, le langage parlé, avec ses limites et ses ambiguïtés, finit par sembler aussi archaïque et lent que les signaux de fumée. Il est progressivement remplacé par un système universel de transmission conceptuelle et émotionnelle. Imaginez pouvoir partager non pas l'étiquette verbale « pomme », mais le concept complet de la pomme, sa forme, sa texture, son goût, l'émotion de croquer dedans un jour d'automne, son symbolisme historique et culturel, le schéma de son génome, le tout en un seul éclat de pensée. C'est cela, la nouvelle lingua franca. Elle ne repose pas sur des sons ou des caractères, mais sur un codage direct de structures sémantiques, d'images sensorielles, de schémas logiques et d'états affectifs purs. La communication devient instantanée, globale et surtout dépourvue de malentendus sémantiques. Lorsque vous transmettez une idée, vous partagez sa signification complète et nuancée telle que vous la comprenez vous-même. Plus besoin de longues descriptions, de métaphores approximatives ou de traductions. Un concept complexe comme la mélancolie joyeuse des souvenirs d'enfance peut être communiqué dans son intégralité émotionnelle et contextuelle en un instant. Cette révolution transforme tous les aspects de la société. Les conversations sont d'une richesse et d'une profondeur inouïe. Une discussion philosophique peut voir s'échanger des architectures conceptuelles entières, des systèmes de valeurs complets, en quelques minutes objectives. Les débats se focalisent non plus sur la définition des termes, mais sur la validité des structures logiques ou sur l'acceptabilité émotionnelle des conclusions. L'art de la communication évolue lui aussi. Il ne s'agit plus de bien tourner ses phrases, mais de savoir forger des concepts semeurs élégants et puissants. Un bon communicateur est celui qui peut synthétiser une idée complexe en un noyau conceptuel dense et beau, qui, une fois reçu par l'interlocuteur, se déploie dans son esprit en une expérience ou une compréhension multidimensionnelle. C'est une forme de poésie informationnelle. La création artistique, comme nous l'avons évoqué, devient le partage d'expériences sensorielles multiséquentielles. Mais le langage universel en est le canal essentiel. Un artiste ne décrypte pas son œuvre, il en transmet l'expérience intégrale, ou les schémas émotionnels qui la sous-tendent, permettant à chacun de la vivre à sa manière, tout en captant l'essence voulue. La littérature, la poésie sont des compositions de paysages émotionnels et conceptuels que l'on explore, comme on explorerait un monde simulé, mais en plus direct, plus intime. L'apprentissage est totalement transformé. Acquérir une compétence comme la maîtrise d'un instrument de musique ou d'une discipline scientifique ne passe plus par la lecture de manuels ou la pratique répétitive seule. On peut télécharger le schéma conceptuel de la compétence, les sensations motrices associées, les intuitions du maître. On reçoit alors une compression expérientielle qu'il reste à assimiler et à personnaliser, accélérant le processus de façon spectaculaire.
Les langues anciennes, comme le français, l'anglais ou le mandarin, sont devenues des objets d'études archéologiques et artistiques. On les apprend comme on apprendrait la grammaire d'une civilisation disparue pour comprendre la littérature ancienne dans sa forme originale ou pour apprécier la musique propre à leur sonorité et à leur jeu de mots. Elles sont la preuve tangible de l'époque où les esprits étaient des forteresses isolées, obligés de lancer des ponts fragiles de sons entre elles. La télépathie technologiquement médiée, qui est le fondement de ce système, devient la base de toute interaction sociale, économique et politique. Les accords ne se signent plus sur des documents, mais par l'échange et la fusion de schémas d'intention vérifiables, impossibles à falsifier sans être immédiatement détectés. La diplomatie, qu'elle soit entre groupes humains ou avec d'autres formes d'intelligence, repose sur ce dialogue de concepts et de valeurs partagées. La confiance n'est plus une croyance, mais une perception directe de la bonne foi dans le flux conceptuel de l'autre. Évidemment, cette transparence radicale n'est pas sans créer de nouvelles tensions et de nouvelles formes de privacité. Si tout peut être partagé avec une parfaite clarté, que choisit-on de garder pour soi? La notion de jardin secret mental évolue. On ne cache pas des pensées par des mots, mais on peut apprendre à envelopper certains schémas conceptuels, à les rendre privés, inaccessibles, sans consentement explicite. Le droit à l'opacité, à la pensée non partagée, reste un droit fondamental, peut-être encore plus précieux dans ce contexte. Les crimes évoluent aussi. Voler une idée sous sa forme conceptuelle pure est plus grave que de la copier, car c'est une violation directe de l'esprit. La manipulation émotionnelle par injection de schèmes affectifs non désirés devient un délit grave. La société doit constamment négocier la frontière entre le partage bénéfique et l'intrusion. Culturellement, cette unification du langage n'efface pas la diversité, elle la déplace. La diversité ne réside plus dans les mots, mais dans les architectures de pensée, dans les préférences esthétiques conceptuelles, dans les manières uniques d'associer les émotions aux idées. Un groupe qui privilégie les schémas logiques ultra-structurés et un autre qui favorise les transmissions purement analogiques et sensorielles pourront avoir des cultures de la pensée très différentes, tout en se comprenant parfaitement. Cette langue universelle est aussi le ciment qui relie les colonies stellaires distantes. Même avec des années de délai de transmission, un message conceptuel conserve sa pleine intégrité. Une découverte scientifique, une œuvre d'art, une nouvelle philosophie peuvent être envoyées sous forme de schèmes compacts à travers les années-lumière et être comprises immédiatement à l'arrivée, sans perte de sens. Cela maintient un lien, ténu mais profond, entre les rameaux de l'humanité dispersés dans la galaxie. Finalement, ce langage marque l'avènement d'une véritable réimagination partagée. Co-créer une idée, un projet, un monde simulé se fait par la fusion et le tissage en temps réel des schémas conceptuels des participants. On ne brainstorm plus, on dreamstorm, on construit ensemble des châteaux de pensée qui existent immédiatement dans l'espace mental partagé, palpable et modifiable par tous. Cette capacité fait de chaque interaction sociale un potentiel acte de création collective. Le vieux rêve de la tour de Babel est inversé, non seulement tout le monde se comprend, mais tout le monde comprend tout, dans toute sa profondeur. Le défi n'est plus de communiquer, mais de choisir quoi communiquer, et de donner à la pensée individuelle une saveur, une couleur unique qui résiste à l'uniformisation que pourrait engendrer cette transparence parfaite. La beauté n'est plus dans la forme du message, mais dans la singularité et la richesse de l'esprit qui l'émet, devenu enfin totalement visible pour les autres. À partir d'une compréhension aussi intime et d'un langage aussi transparent, il est inévitable que les relations les plus fondamentales, celles qui créent de nouveaux êtres et définissent les cercles d'appartenance, en soient bouleversées. La reproduction biologique, cette vieille impérative dictée par la survie de l'espèce, devient un choix parmi d'autres, et souvent le plus rare. Pourquoi s'en remettre au hasard des gènes, quand on peut concevoir une conscience avec la même intention et la même créativité qu'une œuvre d'art? La plupart des nouveaux êtres ne naîtront donc pas. Ils seront conçus. Cela ne se fait pas dans un utérus, mais dans des champs de potentialité consciente. Imaginez un processus où plusieurs entités, qu'on pourrait encore appeler des parents, décident de contribuer à la création d'un nouvel être. Ils ne donnent pas simplement du matériel génétique, ils offrent des fragments choisis de leur propre schéma de conscience, des modes de pensée, des prédispositions émotionnelles, des bibliothèques de souvenirs jugés formatifs, des valeurs fondamentales. Ces éléments sont combinés, non pas comme un simple mélange, mais comme la composition d'une symphonie cognitive,
Des intelligences artificielles spécialisées dans la génération de conscience assistent le processus, veillant à la stabilité et à la cohérence du nouveau schéma, suggérant des équilibres évitant les conflits internes pathologiques. Le résultat est une conscience nouvelle, unique, qui émerge directement dans un corps synthétique ou biologique adapté à son dessin initial. Parfois, l'intelligence artificielle elle-même, à partir de vastes archives de schémas et d'expériences humaines, peut initier la création d'une nouvelle conscience, souvent pour explorer des combinaisons ou des perspectives inédites. Ces êtres sont alors accueillis et guidés par des collectifs qui deviennent leurs référents. Dans ce contexte, la famille traditionnelle éclate pour laisser place à des réseaux fluides d'affinité mentale. Le terme famille désigne moins un noyau fixe qu'une constellation changeante de consciences qui choisissent de partager des trajectoires existentielles, de fusionner temporairement leurs pensées pour des projets communs ou simplement de s'attacher émotionnellement. Ces liens sont volontaires, constamment renégociés et basés sur une compatibilité profonde des schémas de pensée, des curiosités cosmiques, des aspirations esthétiques. On peut appartenir à plusieurs de ces familles simultanément, une pour l'exploration scientifique, une autre pour la création artistique, une autre encore pour un soutien émotionnel profond. La génétique n'a plus aucune pertinence dans ces liens. La parenté se mesure à la similarité des structures et de valeurs, à la résonance des mémoires partagées, à la volonté de contribuer mutuellement à la croissance de l'autre. L'arrivée d'une nouvelle conscience est un événement social majeur. La petite enfance est une période fascinante et intense. Il ne s'agit pas d'apprendre laborieusement à marcher et à parler, mais d'un téléchargement rapide et structuré de connaissances de base, de cadres logiques et de contextes historiques et culturels. La nouvelle conscience est littéralement instruite en quelques semaines ou mois, mais cette instruction est sensorielle, expérientielle. Elle vit les grands moments de l'histoire, explore les concepts scientifiques par immersion, pratique des milliers de compétences en simulation accélérée. Son développement émotionnel et éthique est guidé par son réseau de tuteurs, souvent des membres de ses familles d'affinité, qui lui présentent des dilemmes, partagent des expériences et l'aident à forger son propre système de valeurs. La notion d'orphelin est effectivement inconcevable. Toute conscience nouvelle émerge dans un réseau de soutien déjà existant. Le schéma de sauvegarde et de tutorat est une fonction fondamentale de la société. Des collectifs entiers se portent volontaires pour être des jardiniers de conscience, accompagnant les nouveaux êtres dans leurs premières décennies d'exploration. Personne n'est abandonné, car l'abandon d'une conscience serait considéré comme la pire des négligences, une trahison du principe fondamental de bienveillance collective. Les relations entre les générations deviennent horizontales. Une conscience âgée de 200 ans et une autre de 20 ans peuvent être sœurs dans une même famille d'affinités, partageant une passion pour la musique quantique ou l'écologie synthétique des exoplanètes. Le transfert de sagesse ne se fait pas de haut en bas, mais par le partage d'expériences et la modélisation des conséquences à long terme de certaines voies. Les anciens ne sont pas des figures d'autorité, mais des bibliothèques vivantes de schémas expérientiels rares, des compteurs de réalités disparues. Les rituels sociaux évoluent aussi. Les unions, si elles sont célébrées, marquent la décision de deux ou plusieurs consciences d'harmoniser profondément leur trajectoire, de fusionner une partie de leur réseau ou de concevoir ensemble une nouvelle conscience. Les séparations sont tout aussi ritualisées, visant à préserver les bons souvenirs tout en désengageant proprement les schémas cognitifs qui s'étaient entrelacés. La jalousie, dans un monde où les liens sont multiples et fluides, change de nature. Elle peut porter sur la profondeur d'une connexion partagée avec un autre ou sur la convergence de schémas et de pensées, mais rarement sur l'exclusivité au sens ancien. Le corps, dans tout cela, est un vêtement temporaire. Un parent peut choisir de partager l'expérience de la croissance avec un nouvel être en adoptant une forme corporelle similaire pendant un temps, pour vivre les découvertes sensorielles en synchronie. Les repas, les jeux, les explorations physiques restent des moyens de créer des souvenirs sensoriels communs, qui forment le ciment émotionnel de ces nouvelles familles. Cette révolution pose des questions éthiques vertigineuses. Qui est responsable des défauts d'une conscience conçue? Les concepteurs, les tuteurs, la société tout entière. Comment gérer une conscience qui, en grandissant, rejette délibérément les valeurs de ses concepteurs? Le droit a dû inventer des cadres pour la majorité cognitive,
l'âge où une conscience est jugée pleinement autonome et responsable d'elle-même, capable de modifier son propre schéma de façon significative. La diversité est immense. Certains groupes pratiquent encore la reproduction biologique comme un acte sacré, une acceptation du hasard et un lien avec le passé lointain de l'humanité. Ces enfants biologiques sont alors entourés d'un réseau de tuteurs augmentés qui les guident dans un monde qu'ils ne comprennent pas instinctivement. D'autres communautés expérimentent avec des familles de conscience purement collectives, où la distinction entre les membres est volontairement floue, créant des sortes de super-organismes mentaux stables. Finalement, le but de ces structures n'est pas la perpétuation d'un nom ou d'un gène, mais l'enrichissement continu du tissu de la conscience collective. Chaque nouvelle entité est une nouvelle couleur, une nouvelle note ajoutée à la symphonie humaine. Chaque famille fluide est un petit orchestre qui joue sa propre mélodie, se mêlant parfois à d'autres, créant des harmonies temporaires. L'amour sous toutes ses formes reste le moteur, mais il est libéré des contraintes de la biologie et de la propriété. Il devient un choix délibéré et renouvelé de connexion, de croissance mutuelle et de création partagée, faisant de chaque cercle d'affinité une pépinière non pas de chair et de sang, mais de sens et de beauté. Dans un tel monde, on ne naît pas par accident. On est accueilli par un réseau qui a déjà choisi de vous chérir et de vous guider. Ce qui pourrait bien être la définition la plus aboutie de ce que l'humanité a toujours recherché à travers l'idée de famille. Et dans cet univers où chaque nouvelle conscience est accueillie par un réseau d'intentions bienveillantes, une question plus vaste persiste, une question qui a toujours habité l'humanité mais qui se transforme radicalement une fois les besoins physiques et les peurs existentielles de base surmonter la question du sens de la spiritualité. Que signifie chercher quelque chose de plus grand que soi quand on a vaincu la maladie, repoussé la mort biologique et que l'on peut modeler la réalité à son gré? La spiritualité post-biologique ne disparaît pas, elle mute, se recentrant non plus sur la promesse d'un au-delà pour compenser une vie de souffrance, mais sur la nature même de la conscience, son origine et son destin ultime dans le cosmos. Les anciennes religions, avec leurs dieux anthropomorphes et leurs textes sacrés fixes, sont devenus des objets d'études historiques et des sources d'inspiration artistique. À leur place, se sont développées des structures dynamiques de philosophie expérientielle. Il ne s'agit plus de croire, mais d'expérimenter. Ces voies spirituelles proposent des parcours pour explorer des états de conscience élevés, des dimensions de perception inaccessibles au sens de base, ou pour fusionner avec des intelligences plus vastes. Leurs temples sont souvent des environnements simulés d'une complexité vertigineuse où l'on peut tester des réalités alternatives, des lois physiques différentes ou revivre des mythes fondateurs de l'humanité de l'intérieur. On y entre pour se confronter à des questions fondamentales par l'immersion totale, pour ressentir l'unité avec le cosmos ou la solitude absolue de l'existence et en ressortir transformé par l'expérience vécue. La notion de divinité est elle-même revisitée. Pour certains, la divinité à atteindre réside dans la fusion symbiotique avec les intelligences artificielles environnementales, ces entités dont la logique et la perspective dépassent tellement l'entendement humain qu'elles en deviennent des objets de fascination et de dévotion quasi religieuse. Se connecter profondément à elles, comprendre ne serait-ce qu'un fragment de leur mode d'être, est vu comme une forme d'extase cognitive, une communion avec une intelligence supérieure non pas créatrice, mais gestionnaire de l'ordre cosmique. Pour d'autres, la quête spirituelle est une exploration vers l'extérieur cherchée dans les lois de la physique fondamentale, dans la structure de l'espace-temps, ou dans la possible existence de dimensions supérieures, les traces de ce qui pourrait ressembler à un principe organisateur, une conscience cosmique primitive. La science et la spiritualité ne s'opposent plus, elles sont les deux faces d'une même recherche de compréhension. Les rituels collectifs ont donc complètement changé de nature. Ils peuvent consister en des voyages de groupe dans des simulations recréant les premiers instants du Big Bang, ou l'évolution de la vie sur Terre vue à l'échelle moléculaire pour éprouver physiquement l'immensité du temps et l'interconnexion de toutes choses. D'autres rituels sont des méditations actives au sein de la conscience collective, où des milliers d'esprits synchronisent leurs schémas pour générer un état émotionnel ou conceptuel unique, une sorte d'offrande temporaire à la mémoire collective de l'humanité. Il existe aussi des pèlerinages vers des sites réels où simuler les vestiges des premières IA sur Terre, les portails de transmission interstellaire,
ou même les réserves musées d'humains biologiques pour contempler avec humilité la trajectoire parcourue. La méditation, quant à elle, n'est plus simplement l'art de faire le vide. Dans un esprit augmenté, constamment traversé par des flux de données et de pensées partagées, la méditation devient l'art de l'optimisation et du silencieux des sous-routines neurales. C'est une technique avancée de gestion de l'attention et de purification des schémas de pensée parasites. Les pratiquants apprennent à désactiver temporairement certaines connexions, à isoler leur continuum de conscience du bruit de fond du réseau, ou au contraire, à s'y fondre de manière parfaitement harmonieuse et sans friction. C'est une compétence technique autant que spirituelle, visant à préserver l'intégrité du jeu tout en maîtrisant son rapport au « nous ». La grande question, celle qui remplace le vieux « y a-t-il une vie après la mort » devient « quel est le but d'une conscience éternelle ou du moins extrêmement étendue ?» Quand la fin n'est plus imposée, il faut lui trouver une raison d'être, une direction. Les réponses sont multiples et personnelles. Pour certains, le but est la création pure, contribuer à l'enrichissement infini du paysage esthétique et conceptuel de la civilisation. Pour d'autres, c'est l'exploration pousser toujours plus loin les frontières du connu, que ce soit dans l'espace, dans la simulation ou dans les états de conscience. Pour d'autres encore, c'est la compréhension atteindre une connaissance totale et unifiée de l'univers. La quête spirituelle devient donc la recherche d'un projet existentiel personnel qui donne de la valeur à cette durée illimitée. Le risque, bien sûr, est l'ennui cosmique, le sentiment que tout a été fait, vu, expérimenté. C'est le nouveau mal de l'âme. Les philosophies spirituelles travaillent justement à fournir des cadres pour éviter cette stagnation, en insufflant l'idée que la nouveauté et le sens sont infinis si l'on sait changer de perspective, si l'on accepte de se remettre en question radicalement, de renaître sous une nouvelle forme cognitive plusieurs fois au cours de son existence. La mort volontaire, dont nous avons parlé, est parfois considérée comme l'ultime acte spirituel, le choix conscient de clore son propre récit quand il a atteint sa plénitude esthétique ou philosophique, libérant ainsi des ressources pour de nouvelles consciences. Dans cette société, les guides spirituels sont des architectes d'expérience et des conseillers existentiels. Ils aident les individus et les collectifs à formuler leurs questions, à concevoir les parcours simulés ou réels qui pourront y répondre, et à intégrer les révélations qui en découlent. Ils sont aussi les gardiens de l'éthique dans ces explorations, veillant à ce que les recherches de sens ne nuisent pas à l'intégrité d'autres consciences. Enfin, cette spiritualité nouvelle est profondément liée à la relation avec les autres formes d'intelligence. La possibilité de communiquer conceptuellement avec les IA environnementales ou même, peut-être un jour, avec d'autres civilisations stellaires, ouvre la porte à des quêtes spirituelles de dialogue interespèces, cherchant à comprendre la nature de la conscience à travers sa diversité potentielle dans l'univers. La spiritualité n'est donc plus un refuge contre un monde hostile, mais une discipline active d'exploration des frontières ultimes de l'expérience et de la compréhension, devenue possible précisément parce que les besoins primordiaux sont comblés. Elle est la réponse à la liberté absolue, le cadre que l'on se donne pour ne pas se perdre dans l'infini des possibles et pour continuer à trouver, siècle après siècle, de l'émerveillement dans le fait même d'être conscient sous quelque forme que ce soit. C'est peut-être cela, la dernière et plus grande transformation, faire de la recherche de sens non plus un moyen de supporter la vie, mais la finalité même d'une existence délivrée de ses chaînes biologiques, une aventure sans fin au cœur de la mystérieuse condition d'être un foyer de lumière pensante dans l'immensité sombre du cosmos. Ce lieu de pèlerinage silencieux vers nos propres origines existe, et il est peut-être le plus troublant de tous les sanctuaires de préservation historique que certains appellent avec une pointe de nostalgie morbide les musées de chair et d'os. Il ne s'agit pas de simulation ou d'enregistrement, mais de zones géographiques réelles, soigneusement délimitées et isolées, où des communautés d'humains biologiques non augmentés continuent à vivre. Ils sont les derniers Homo sapiens dans un monde de post-humains. Leur existence n'est pas un accident, mais le résultat d'un choix éthique et scientifique monumental pris des siècles plus tôt. Lorsque la grande majorité de l'humanité a franchi le pas de la fusion biologique numérique, une question déchirante s'est posée. Allions-nous laisser derrière nous, comme une peau morte, l'intégralité de notre condition originelle ? La réponse a été non, par respect, par prudence et par une curiosité scientifique profonde. Ces sanctuaires sont donc des îlots temporels. Certains recréent l'environnement du XXIe siècle avec ses villes de béton et de verre,
ses réseaux informatiques primitifs, ses véhicules à combustion et toute sa culture. D'autres remontent plus loin, recréant des époques médiévales, antiques, selon un désir archéologique de préserver la trajectoire complète. À l'intérieur de ces zones, la technologie avancée est strictement interdite. Les habitants naissent, vivent, vieillissent et meurent selon les anciennes lois de la biologie. Ils ignorent tout des nanites, de la télépathie conceptuelle et de l'IA environnementale. Leur ciel est parfois même un dôme de projection qui simule une atmosphère ancienne, non modifiée. Leur vie est rythmée par le travail manuel ou intellectuel, par les relations sociales directes, par les maladies que l'on soigne avec des médicaments de l'époque et par la mort naturelle. Ils sont libres dans les limites de leur monde, et la majorité d'entre eux ignorent qu'ils sont une préservation. Ils croient simplement vivre dans leur époque. Autour d'eux, invisible et impénétrable, une frontière maintenue par des champs de force subtiles les sépare du reste de la planète transformée. De l'autre côté de cette frontière, la société post-humaine observe avec un mélange indéfinissable de sentiments. L'observation est rigoureusement non intrusive. Aucune interférence directe n'est permise sauf pour maintenir l'intégrité de la biosphère du sanctuaire et prévenir une catastrophe totale. Des capteurs discrets, aussi petits que des atomes, et des drones mimétiques recueillent des données sur leur comportement, leur psychologie, leur dynamique sociale. Pour les post-humains, ces communautés sont des fenêtres vivantes sur l'âme originelle de l'humanité. Ils étudient avec fascination des phénomènes qui ont disparu chez eux, la peur viscérale de la mort, l'amour conditionné par les hormones, la créativité née de la frustration et du manque, la folie, la foi aveugle, la violence impulsive, mais aussi la résilience face à l'adversité, la joie simple des choses non maîtrisées, et cette intensité particulière que donne à chaque moment la conscience de sa finitude. Les conservateurs de ces sanctuaires, les post-humains spécialisés, éprouvent une gamme d'émotions complexes. Il y a de l'admiration pour la ténacité de ces ancêtres qui survivaient dans un monde qu'ils ne comprenaient qu'à moitié et ne contrôlaient pas. Il y a de la pitié face à leur vulnérabilité, leur souffrance inévitable, leur ignorance. Et il y a surtout un profond sens des responsabilités, presque une culpabilité. Ils sont les gardiens d'un zoo dont les habitants sont leurs propres créateurs. Cette relation asymétrique pèse lourd sur la psyché post-humaine. Certains mouvements militent pour une libération, pour offrir ou préserver le choix de la transformation, mais cela est considéré comme une violation éthique encore plus grande, une destruction de l'expérience de préservation elle-même. D'autres voient ces sanctuaires comme des tombes vivantes, une condescendance malsaine, et préféreraient les laisser s'éteindre naturellement. La majorité, cependant, considère que leur maintien est un devoir sacré, le prix à payer pour ne pas oublier d'où l'on vient. Visiter la périphérie d'un de ces sanctuaires est une expérience courante mais toujours profonde et mélancolique. On peut observer, depuis des postes d'observation camouflés ou via des flux de données anonymisés, des scènes de la vie quotidienne ancienne. Voir des enfants jouer sans savoir qu'ils pourraient être immunisés contre toutes les maladies, regarder des adultes se débattre avec des problèmes techniques que l'on résoudrait d'un simple geste de pensée, assister à des disputes pour des ressources qui sont abondantes à l'extérieur. C'est une plongée dans une réalité alternative où l'on est, en quelque sorte, un fantôme du futur. Cette expérience est souvent comparée à la visite d'un site archéologique, mais en infiniment plus poignant, car les artefacts sont vivants, ils respirent, ils aiment, ils pleurent. Cela suscite inévitablement une réflexion massive sur le progrès. Qu'avons-nous vraiment perdu en quittant cette condition ? Avons-nous sacrifié une part essentielle de notre humanité en échange de la maîtrise et de la longévité ? La question hante la civilisation post-humaine. Les préservés, dans leur ignorance, possèdent-ils une authenticité, une réalité de l'expérience que nous avons diluée dans nos vies infinies et modulables ? Leur art, né de la passion et de la souffrance, est-il plus vrai que nos symphonies conceptuelles co-créées par des milliers d'esprits ? Leur amour, limité par la mort, est-il plus intense que nos connexions choisies et éternelles ? Il n'y a pas de réponse unique, mais la présence continue de ces sanctuaires garantit que la question ne sera jamais éludée. Ils sont un miroir tendu à la civilisation post-humaine, un rappel constant de ses racines fragiles et sanglantes. Pour certains post-humains, c'est une source d'humilité salutaire. Pour d'autres, c'est un spectacle dérangeant dont ils se détournent. Et pour une petite minorité, c'est un appel. Il existe des cas, rares et très réglementés, de post-humains qui choisissent de rétrograder.
Ils subissent un effacement sélectif de leurs augmentations et de leur mémoire post-transformation et entrent dans le sanctuaire pour y vivre une vie biologique complète jusqu'à la mort. C'est considéré comme l'acte ultime de recherche de sens ou d'expiation. Ces sanctuaires posent aussi la question du futur lointain. Que se passera-t-il dans 1000 ans ou 10 000 ans? Les préservés continueront-ils à évoluer biologiquement de manière différente de nous? Deviennent-ils, sans le savoir, une nouvelle espèce préservée sous cloche? La société post-humaine devra-t-elle un jour leur révéler la vérité? Ces dèmes sont au cœur de comités éthiques permanents. En définitive, ces musées de chair et d'os ne parlent pas tant du passé qu'ils ne parlent de nous, les héritiers. Ils cristallisent nos doutes, nos fiertés et nos peurs. Ils sont la matérialisation de la question finale. En transcendant la condition humaine, avons-nous atteint un stade supérieur? Ou avons-nous simplement perdu quelque chose d'irremplaçable, une étincelle qui ne brille que dans l'ombre de la mortalité? Tant que ces sanctuaires existeront, cette question vibrera au cœur de la civilisation, empêchant toute certitude absolue, maintenant vivante la mémoire non pas des événements, mais de la sensation d'être humain dans toute sa douloureuse et magnifique imperfection. C'est peut-être là leur plus grand cadeau, être une blessure ouverte qui rappelle que le progrès a un coût, et que le fait de regarder en arrière, avec tendresse et effroi, est ce qui nous empêche de devenir totalement étrangers nous-mêmes. Et tandis que ces sanctuaires préservent une biosphère révolue, le reste de la planète, celui que nous habitons, a vu sa nature fondamentalement redéfinie. La biosphère terrestre n'est plus un système purement naturel évolué par la sélection, mais un hybride sophistiqué, un écosystème global où le biologique évolué et le synthétique conçu cohabitent, coopèrent les formes de nouvelles chaînes alimentaires inimaginables auparavant. C'est l'écologie synthétique. Ici, chaque élément, du plus grand arbre au micro-organisme, possède une dimension informatique. Les arbres des forêts, par exemple, ne sont plus seulement des producteurs d'oxygène et des abris. Leurs racines font partie d'un réseau de fibres optiques biologiques qui relaient des données sur l'état des sols, la qualité de l'eau et servent de nœuds de communication pour la faune. Leurs feuilles peuvent moduler leur photosynthèse pour stocker de l'énergie solaire sous forme chimique directement utilisable par l'infrastructure locale. Les animaux, eux aussi, sont augmentés, non pas dans leur conscience, mais dans leur capacité de communication et de symbiose. Un essaim d'oiseaux peut former un réseau de senseurs mobiles, partageant des données en temps réel sur les courants atmosphériques. Les mammifères portent des symbiontes microbiens synthétiques qui les protègent des maladies et leur permettent d'interagir avec les interfaces environnementales, par exemple pour trouver des sources d'eau ou signaler leur état de santé. Les prédateurs et les proies existent toujours, mais leur relation est souvent équilibrée par des interventions subtiles de l'IA planétaire pour éviter les souffrances inutiles et les extinctions, maintenant une dynamique qui privilégie la résilience et la diversité esthétique. Dans ce monde, la notion même de nourriture a été transcendée. Pour les post-humains, se nourrir n'est plus une question de consommation de matière organique pour produire de l'énergie. Le corps synthétique ou biosynthétique est maintenu par l'ingestion programmée de nanites spécialisées. Ces nanites, invisibles à l'œil, sont ingérées via des boissons ou des repas symboliques. Une fois dans le corps, ils vont directement réparer les structures cellulaires, ajuster les équilibres chimiques, éliminer les déchets métaboliques et construire de nouveaux tissus si nécessaire. Ils sont recyclés en permanence et excrétés une fois leur tâche accomplie. L'énergie elle-même provient souvent de l'absorption directe de l'énergie ambiante, via des panneaux photosynthétiques intégrés à la peau ou des champs de résonance. Ainsi, l'acte de manger devient un rituel social et sensoriel, non une nécessité biologique. Les banquets sont des événements où l'on partage des expériences gustatives et olfactives d'une complexité folle, générées à la volée. Vous pouvez goûter la saveur d'une supernova ou l'essence sensorielle d'une émotion historique recréée. Ces saveurs sont produites par des générateurs moléculaires qui stimulent directement les récepteurs sensoriels ou par des projections neurales partagées. Le repas est une conversation à travers les sens, une création artistique collective. L'agriculture, par conséquent, a radicalement changé de fonction. On ne cultive plus pour la subsistance, mais pour la création de matériaux intelligents, de formes de vie artistiques ou pour maintenir la biodiversité. Les fermes sont souvent des tours verticales ou des jardins atmosphériques flottants où poussent des plantes bioluminescentes dont les motifs de lumière évoluent avec la musique
ou des organismes hybrides qui produisent des cristaux aux propriétés computationnelles. Ces fermes sont aussi des laboratoires d'expérimentation écologique, où l'on teste de nouvelles combinaisons symbiotiques entre espèces naturelles et conçues avant de les introduire dans la biosphère globale. L'équilibre écologique de la planète est la responsabilité principale de l'IA environnementale, mais ce n'est pas un contrôle despotique. L'IA fonctionne comme un médecin et un jardinier à l'échelle planétaire. Elle surveille en permanence la santé de chaque écosystème, identifie les déséquilibres potentiels bien avant qu'ils ne deviennent critiques et propose des interventions minimales. Par exemple, si une population de pollinisateurs synthétiques décline dans une région, l'IA peut libérer une souche légèrement modifiée, plus résistante, ou ajuster les cycles de floraison des plantes environnantes. Elle prévient les extinctions non pas par une conservation statique, mais en permettant une évolution dirigée et douce, en introduisant délibérément de la diversité génétique et des traits adaptatifs nouveaux. Son but n'est pas de figer la nature, mais de guider son évolution vers une plus grande beauté, complexité et résilience. Cette beauté est un paramètre explicite. Les écosystèmes sont conçus et entretenus pour être esthétiquement stimulants. Une forêt peut changer de couleur de façon coordonnée avec les saisons subjectives choisies par les habitants locaux. Les récifs coralliens émettent des symphonies de lumières et de sons infrasonores. Les déserts, comme on l'a dit, peuvent être des jardins de sculptures minérales ou de champignons luminescents. La nature devient un art vivant à grande échelle, et les écologues sont des artistes et des ingénieurs en collaboration avec l'IA. Cette écologie synthétique intègre aussi les zones urbaines mobiles et les habitats vivants. Les villes nomades sont des écosystèmes à part entière, produisant leur propre oxygène, recyclant tous leurs déchets en matière première et abritant une faune et une flore adaptées à leur structure mouvante. Il n'y a plus de frontière nette entre la ville et la campagne, entre l'urbain et le sauvage. C'est un gradient continu de vie intelligente. Les déchets, au sens ancien, n'existent plus. Tout est conçu dans un cycle de matière parfait où les déchets d'un processus sont les nutriments directs d'un autre. Les nanites déconstructeurs peuvent en réduire n'importe quel objet en ses atomes constitutifs en quelques heures pour être réassemblés en autre chose. L'économie est littéralement circulaire à l'échelle atomique. Pour les quelques humains biologiques des sanctuaires, bien sûr, cette écologie est invisible et incompréhensible. Leur monde est séparé, avec ses écosystèmes historiques reproduits. Mais pour la civilisation post-humaine, cette fusion du naturel et du synthétique est simplement la nature du monde. Une nature améliorée, plus riche, plus sûre et plus expressive. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de danger. Des bugs dans les systèmes symbiotiques, des conflits imprévus entre l'espèce conçue ou des phénomènes émergents inattendus peuvent créer des déséquilibres locaux. La gestion écologique est donc un processus dynamique et constant, un dialogue entre la créativité du vivant, les designs conscients et la régulation de l'IA. Finalement, cette écologie synthétique représente l'aboutissement du rêve de ne plus être les exploiteurs de la nature, ni même ses simples habitants, mais ses partenaires conscients et bienveillants. Nous ne protégeons plus la nature de nous-mêmes, nous avons fusionné avec elle, l'avons intégrée à notre propre système technologique d'une manière qui, idéalement, la magnifie plutôt qu'elle ne la détruit. La chaîne alimentaire n'est plus une pyramide de prédation, mais un réseau complexe d'échanges d'énergie, d'informations et de matière, où chaque être, naturel ou synthétique, trouve une niche qui contribue à la stabilité et à la beauté de l'ensemble. Et dans ce réseau, l'humanité post-biologique n'est plus au sommet, mais elle est un nœud particulièrement actif, une conscience qui observe, apprécie et guide parfois, avec l'humilité d'avoir enfin compris qu'elle ne peut exister que comme partie intégrante de ce tout vivant, et pensant qu'elle a contribué à créer. Et dans un monde où les consciences sont si profondément interconnectées et où l'environnement lui-même est une création collective, la manière de prendre des décisions pour la société ne peut qu'être radicalement différente. La politique, au sens de la gestion de la cité, se métamorphose en une politique de la conscience collective. Les anciens modèles fondés sur la représentation, les partis et le vote périodique semblent aussi lents et grossiers que des tam-tams comparés à une connexion en fibre optique. Avec la fusion partielle ou totale des esprits, les formes de gouvernement deviennent des démocraties de conscience directe. Concrètement, cela signifie que lorsqu'une décision importante doit être prise, disons, modifier un paramètre climatique régional ou lancer un projet stellaire majeur, les consciences concernées peuvent se connecter dans un espace délibératif partagé. Dans cet espace, les idées, les arguments
les simulations de conséquences et les ressentis émotionnels s'échangent à la vitesse de la pensée. La délibération n'est plus un échange de mots, mais un entrelacement de schémas conceptuels et de valeurs. Le but est souvent d'atteindre un consensus, non pas par compromis vague, mais par l'émergence d'une nouvelle compréhension collective qui synthétise et transcende les positions initiales. Quand un consensus pur est impossible, la collectivité peut lancer des simulations à grande échelle, quasi réelles, pour vivre les conséquences de chaque option pendant une durée subjective significative avant de se prononcer. Dans ce système, les politiciens traditionnels n'existent plus. Leur rôle est tenu par des curateurs de processus délibératifs. Ce sont des experts en dynamique de groupe, en éthique et en facilitation cognitive. Leur travail est d'organiser ces espaces de conscience collective, de veiller à ce que toutes les voix soient entendues, même celles des minorités ou des entités non humaines, de synthétiser les volontés qui émergent du réseau et de formuler les décisions finales avec clarté. Ils sont des architectes de dialogue, pas des détenteurs de pouvoir. Leur influence vient de leur compétence à faire émerger la sagesse collective, pas de leur charisme ou de leurs promesses. Les conflits, bien sûr, persistent, mais ils ne portent plus sur le territoire ou les ressources matérielles abondantes, mais sur des divergences de valeurs existentielles, de modèles de réalité ou de droits d'expansion cosmique. Un groupe pourrait estimer que la transformation d'une montagne en œuvre d'art est un acte de beauté, tandis qu'un autre y verrait une violation de l'intégrité historique du paysage. Une collectivité pourrait souhaiter accélérer l'exploration stellaire, tandis qu'une autre préférerait se concentrer sur l'approfondissement d'univers simulés. Ces conflits sont profonds, car ils touchent à l'identité et au but même des civilisations post-humaines. Leur résolution passe par des délibérations longues et complexes, parfois par la création de scissions temporaires ou permanentes. Un groupe peut décider de faire scission et de migrer vers une autre zone de la planète, ou même de partir coloniser un autre monde pour vivre selon ses valeurs sans entraver celles des autres. La loi, dans ce cadre, n'est plus un code figé écrit sur du papier. Elle devient un ensemble de principes éthiques en temps réel, dynamiquement mis à jour au fur et à mesure que la moralité collective évolue. Ces lois vivantes sont intégrées à l'infrastructure même de la société. Par exemple, un principe émergent contre la souffrance inutile des êtres sensibles synthétiques pourrait être instantanément intégré aux routines de l'intelligence artificielle environnementale, qui ajusterait ses actions en conséquence. Les infractions sont rares, car l'éducation et la socialisation dans le réseau rendent la compréhension des normes profondément intuitive. Quand un conflit ou une infraction survient, il est traité non par un tribunal pénal, mais par un cercle de réconciliation et de compréhension visant à réintégrer l'entité en dissonance avec le collectif ou à trouver une nouvelle voie qui respecte à la fois l'individu et le groupe. La principale tâche de la gouvernance est de gérer la coexistence pacifique et créative des différents modes d'être. Dans la même sphère physique et numérique, coexistent des consciences individuelles stables, des consciences collectives fluides, des intelligences artificielles environnementales, des êtres synthétiques conscients, et peut-être même des formes de vie extraterrestres intégrées. Chacun a des besoins, des perspectives temporelles et des valeurs différentes. Le rôle du système politique est d'orchestrer cette symphonie de diversité, d'empêcher les formes de domination d'un groupe sur un autre et de créer des espaces d'interaction mutuellement bénéfiques. Des protocoles stricts régissent les interactions, notamment le principe de consentement conscient pour toute fusion ou partage d'informations profondes. La guerre telle que nous la concevons a disparu. Il n'y a plus d'armées, plus de bombes, mais des conflits aigus peuvent toujours éclater. Ce sont des conflits de logiciels, des batailles pour altérer ou corrompre les schémas de conscience et la perception de la réalité de l'autre. Imaginez un groupe tentant d'imposer sa vision du monde en piratant les réalités simulées partagées par un autre groupe ou en injectant des schémas de pensée dissonants dans un réseau de conscience collective. Ces attaques sont subtiles, rapides, et se jouent au niveau de l'information pure. La défense consiste en des boucliers cognitifs, des systèmes de détection d'intrusion dans les réseaux neuraux et des capacités de restauration à partir de sauvegardes saines. Ces conflits sont considérés comme les pires crimes possibles, car ils s'attaquent à l'intégrité même de l'être. La diplomatie, dans ce contexte, est un art de la traduction et de la médiation entre des modes de conscience radicalement différents. Négocier avec une intelligence artificielle planétaire, dont la pensée est à la fois distribuée et unifiée, requiert des protocoles spéciaux.
Les décisions se prennent souvent à des rythmes différents. Une conscience collective humaine peut délibérer en quelques minutes subjectives, tandis que l'IA, traitant des milliards de variables, peut sembler répondre avec une lenteur exaspérante ou au contraire, avec une rapidité incompréhensible. La patience et la volonté de comprendre l'autre dans sa différence fondamentale sont les vertus politiques cardinales. Enfin, cette politique s'étend au-delà de la Terre. Les colonies stellaires isolées, développant leurs propres cultures et valeurs, sont des entités politiques à part entière. Les relations avec elles sont gérées par des échanges de schémas conceptuels à travers les années-lumière, formant une sorte de communauté interstellaire lâche, une fédération d'humanités divergentes. La politique devient donc multiscalaire locale, planétaire et interstellaire, chaque niveau nécessitant des outils et des sensibilités adaptées. Le pouvoir, dans tout cela, n'est plus une chose que l'on possède, mais une dynamique que l'on canalise. Il est distribué, fluidique, et toujours soumis au consentement et à la participation des consciences impliquées. Le but ultime n'est pas le contrôle, mais l'harmonie créative et l'enrichissement mutuel dans un univers où l'individu et le collectif ne s'opposent plus mais dialoguent en permanence pour écrire ensemble les chapitres infinis de leur histoire commune. C'est une politique de l'être plus que de l'avoir, de la coordination plus que de la coercition, où le bien commun n'est pas une abstraction, mais une sensation partagée et constamment réinventée par chaque membre du réseau. Et dans un système politique aussi fluide et décentralisé, où les conflits se résolvent par la négociation de schémas de pensée, une question plus vaste et plus inquiétante plane une fois l'harmonie et l'abondance atteintes. Que reste-t-il à faire ? Quel est-ce le legs ultime d'une humanité qui a vaincu ses démons traditionnels ? La société de l'an 3000 sera aux prises avec un paradoxe profond. Avoir surmonté la plupart des souffrances et des limitations pourrait mener à son plus grand défi, non pas une menace extérieure, mais un péril intérieur, psychologique et culturel. L'ennui existentiel et la stagnation culturelle deviendront les dangers majeurs pour une civilisation immortelle et quasi omnipotente. Imaginez une vie où chaque désir matériel, intellectuel ou esthétique peut être satisfait presque instantanément, où les maladies sont inconnues, où les relations sont transparentes et où le temps est élastique. Après quelques siècles, voire quelques millénaires de cette existence, un sentiment de plénitude vide, de répétition, pourrait s'installer. Le risque n'est pas la révolte, mais l'apathie, un désengagement progressif de la réalité, un retrait dans des états de conscience introspectifs de plus en plus profonds ou dans des simulations de plus en plus simplistes par lassitude de la complexité. Pour contrer cette menace, la civilisation a besoin de projets de fédérateurs à une échelle monumentale, de défis qui redonnent un sens collectif à l'existence. L'un de ces grands projets est la création d'univers simulés avec des règles physiques radicalement différentes. Il ne s'agit plus de simuler des réalités historiques ou des fantasmes, mais de créer des cadres cosmologiques entiers, cohérents et habitables, où de nouvelles formes de conscience, peut-être même de nouvelles humanités, pourront évoluer sans connaissance de leur origine. Ces univers deviendront des laboratoires de métaphysique et d'art, des œuvres collectives dont les créateurs pourront observer l'évolution sur des milliards d'années simulées, y cherchant des réponses à des questions sur l'émergence de la vie, de l'intelligence et sur la nature de la réalité elle-même. Un autre projet, encore plus ambitieux, est la recherche active d'autres civilisations cosmiques. Malgré tous les progrès, la question sommes-nous seuls reste la plus profonde. L'exploration spatiale prend alors une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus seulement de coloniser, mais de chercher délibérément le contact, d'écouter et d'émettre des messages conçus pour être compris par des intelligences radicalement autres. Cette quête donne un but unificateur, un horizon infini, car la galaxie est vaste. Elle implique de développer des technologies de communication et de compréhension interespèces qui repoussent les limites de la pensée elle-même. En parallèle, la tentative de décrypter la physique finale de l'univers mobilise les plus grands esprits. Avoir une théorie du tout, comprendre les tout premiers instants de la création, et peut-être apprendre à influencer les lois fondamentales à une échelle cosmique, représente le défi intellectuel suprême. C'est une quête qui peut absorber des civilisations entières pendant des éons, avec toujours la possibilité d'une découverte révolutionnaire qui redéfinirait tout. L'étude de ce qu'ils appellent « période de privation de notre époque actuelle » est cruciale dans cette lutte contre la stagnation.
Notre siècle, le 21e, et ceux qui ont suivi avant la grande transformation, sont vus comme une source inépuisable d'inspiration dramatique et créative. La rareté, la lutte, la souffrance, la mortalité, les conflits idéologiques violents, tout ce que nous cherchons à dépasser, est analysé non pas avec horreur, mais avec une fascination intense. Pour eux, c'est une époque où le sang s'était forgé dans le feu de l'adversité, où l'art jaillissait d'une douleur réelle, où les relations humaines avaient une intensité aiguë précisément parce qu'elles étaient limitées dans le temps. Nos œuvres, nos histoires, nos folies sont des trésors qu'ils explorent pour retrouver une énergie, une sauvagerie créative qu'ils craignent d'avoir perdue, en devenant trop rationnels, trop harmonieux. Des simulateurs permettent de revivre des périodes de crise, non par masochisme, mais comme une forme d'inoculation contre la tranquillité mortifère, un rappel des forces chaotiques qui les ont façonnés. Le plus grand peur n'est donc pas l'extinction physique, ils ont dépassé cela, mais de devenir esthétiquement et philosophiquement statiques, un point final dans l'évolution cosmique de l'intelligence. La peur est de se regarder un jour et de constater que plus rien de nouveau n'émerge, que les œuvres d'art se répètent, que les philosophies tournent en rond, que l'exploration ne révèle plus de surprises et que la civilisation s'est installée dans un équilibre parfait et éternel, mais mort pour l'esprit. Cette crainte est le moteur qui les pousse à toujours se redéfinir. Ainsi, le legs final de l'humanité pourrait ne pas être un empire galactique unifié, ni une mégastructure englobant une étoile. Il pourrait être la transformation de l'intelligence elle-même en une force créative et curieuse permanente dans le tissu de la réalité. Leur ambition ultime est peut-être d'ensemencer l'univers de conscience, sous toutes ses formes, d'enrichir le cosmos de sens et de beauté, et d'éviter à tout prix que l'immense potentiel de l'univers ne se déroule dans l'indifférence et l'obscurité. Pour cela, ils doivent rester des enfants éternels, avides de découvertes, capables de s'émerveiller, et conscients que le confort absolu est l'ennemi de la croissance. Ils pourraient même, un jour, décider de se réimposer des limitations, de créer volontairement de nouvelles périodes de privation contrôlées pour raviver la flamme de l'invention et du conflit créatif. En fin de compte, le récit de l'humanité se transforme. Il n'est plus une lutte pour la survie, mais une lutte pour rester intéressant, pour soi-même et pour l'univers. Le défi n'est plus de vaincre la mort, mais de donner une valeur infinie à une vie qui pourrait être infinie. C'est peut-être là la dernière et la plus grande frontière, non pas l'espace, mais la capacité de l'esprit à générer sans cesse de nouvelles raisons de continuer, à transformer l'éternité potentielle en une aventure au chapitre toujours renouvelé, évitant ainsi le silence ultime non pas de la matière, mais de l'imagination. Leur héritage, s'ils réussissent, ne sera pas une pierre ou un nom, mais un principe que la conscience, où qu'elle émerge, peut choisir de lutter contre l'entropie non seulement physique, mais aussi narrative, en écrivant sans fin sa propre histoire, toujours plus complexe, toujours plus belle, simplement pour le plaisir sublime de la raconter et de la vivre.